Jérôme Bessot, conseiller d'entreprise au service de la CCI, au niveau du service d'accompagnement. Donc on est heureux de vous accueillir ce matin en fait, pour ces ateliers réguliers mensuels qu'on organise avec notre partenaire, la Société Générale, que je remercie d'être présent à nos côtés depuis quelques années. Ce matin, donc, on va traiter d'un thème qui avait fait parler de lui en son temps au niveau médiatique, qui est la partie loi travail. Vous allez être accompagné dans cet atelier par Élise Fonchy, donc, qui est avocate spécialisée en droit social au sein du cabinet Final. L'objectif de ce matin, c'est de parler avec vous, donc, bien sûr, du cadre juridique, mais aussi de permettre, à travers l'échange avec Élise Fonchy et votre échange en fait en horizontal, sur les points d'application que certains en fait ont pu déployer au niveau de leur entreprise par rapport à ces points qui ont déjà été décrétés depuis quelque temps. Voilà. Pour ce faire, donc on est sur un format de 1h40, 1h45 au niveau animation. Élise Fonchy a prévu en fait un support. Dans ce support, en fait, au fur et à mesure d'avancer, quand vous avez des questions, au contraire, n'hésitez pas, posez-les de manière spontanée. Si elles sont en fait traitées à ce moment-là, elle les traitera directement. Si ça fait l'objet en fait d'un point qui arrivera un peu plus tard, on les met en fait sur le paper et on les traite dans la foulée. Et si réponse complémentaire est apportée, on le fait à ce moment-là. Autre petit point, lorsqu'on a préparé l'atelier, donc Élise Fonchy a travaillé en fait le support par rapport aux caractéristiques des entreprises qui sont en majorité présentes aujourd'hui, moins de 50 salariés, donc pas de comité d'entreprise pour la majorité. Si certains ont à un moment donné des questions spécifiques du fait de leur taille, surtout n'hésitez pas, on partage et Élise Fonchy est là pour enrichir la discussion. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue pratique. Avant de passer la parole à Élise Fonchy, donc il y a M. Eris qui nous avait fait part d'une communication rapide à vous faire. Donc je lui laisse la parole et on revient à l'atelier. Oui, bonjour à tous. Je suis représentant d'une organisation patronale qui sévit assez fortement sur La Rochelle. Et je tenais à vous faire part d'un besoin que nous avons en tant que représentant de vos entreprises au sein d'un certain nombre d'institutions nationales et locales, entre autres URSAF, ANPE, Prud'homme et j'en passe et les meilleurs. Nous avons un fort renouvellement de nos mandats cette année à faire et je voulais vous dire que éventuellement j'étais à votre disposition si vous avez quelques envies de participer à la vie civile, que ce soit à l'URSSAF, au Prud'homme ou ailleurs, ou à l'NPE, ou à toutes les commissions sur lesquelles nous avons des mandats à fournir. Je serai à votre disposition ici à la fin pour éventuellement vous informer et vous donner un peu la marche à suivre si vous voulez travailler simplement pour nos entreprises et pour les vôtres. On est dans le soutien de la petite et de la moyenne entreprise, qui est un petit peu le sujet aujourd'hui dans le droit social. Voilà, c'est tout. Je me tiendrai au coin. Et je repasse la parole à... Ça marche. Ça marche. Ouais. Merci. Avant de vous laisser la parole, simplement d'un point de vue tout à fait pratique, le support en fait que vous allez avoir en arrière-plan, donc avec l'accord d'AFIDAL, en fait, vous sera communiqué. Donc concentrez-vous sur le contenu, l'échange et le support. De toute façon, vous l'aurez par mail au plus tard lundi. Madame Fonchy, c'est à vous. Bien, bonjour à tous et à toutes. Et merci d'être présents aussi nombreux. Alors moi, le droit social, c'est mon truc, donc c'est ma matière. Donc je suis ravie que ça mobilise autant de monde pour un sujet qui a maintenant quelques mois, une demi-année même. La loi travail, son intitulé exact, on parle, pour aller plus vite, j'allais dire de loi travail ou loi El Khomri. Son intitulé exact, c'est la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ça fait un intitulé un peu long, pour aller plus vite, tout le monde dit loi travail. Cette loi a été adoptée le 8 août 2016. C'est un pavé, il doit y avoir, c'est à peu près 150 pages, 123 articles.
Et c'est aussi une centaine de décrets d'application qui sont parus depuis, pour la plupart, entre septembre et décembre dernier. Il n'y a plus que quelques-uns à venir, mais aujourd'hui, on est sur un texte qui est à peu près complet et accompagné de ces décrets d'application. Tous ces éléments-là, ça me fait dire qu'on part sur des sujets très divers. On balaye un petit peu tout le droit social. On va parler d'inaptitude, on va parler de durée du travail, on va parler de congé, on va parler de négociation collective, on va parler de formation, donc on balaye un petit peu tout le droit social. Mais il y a quand même une ligne directrice, il y a quand même un fil rouge de ce texte-là qui, vous vous souvenez, l'année dernière, à peu près à la même époque, a jeté les gens dans la rue. Le fil rouge, c'est celui de la négociation collective. C'est un peu le sujet principal et c'est aussi celui qui a beaucoup fait parler de lui. Le fil rouge, c'est, y compris pour les petites entreprises, la possibilité de négocier des accords d'entreprise et la facilitation des différentes méthodes qui existent pour négocier un accord d'entreprise en interne. Donc avec deux voies, mais on va les voir tout à l'heure, la possibilité de négocier avec des représentants syndicaux lorsqu'on en a, et aussi la possibilité de négocier hors représentants syndicaux, c'est-à-dire pour les entreprises qui n'ont pas de représentants syndicaux. On peut négocier dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, même si on n'a qu'un seul salarié, on peut négocier. Et juridiquement, toutes les méthodes de négociation sont facilitées. Elles existaient déjà depuis certains textes et elles sont facilitées ou assouplies ou complétées par la loi travail. Le fil rouge de la loi travail, c'est ça, c'est la facilitation de négocier en entreprise. Comme elle est un peu fourre-tout, cette loi, on va essayer un petit peu de classer quand même les thèmes, de manière à ce qu'on soit sur des thématiques. Donc on en a retenu 4. Il y a d'abord la durée du travail, les congés et les repos. Il y a ensuite la négociation collective, qui est vraiment le cœur de la réforme. Il y a les mesures qui sont relatives à l'emploi et à la formation, ce sera la troisième partie. Et puis il y a les divers, on va dire, ce qu'on ne sait pas où classer, c'est tout le reste, et notamment le volet santé au travail, puisque vous le savez peut-être, les services de santé au travail ont été profondément réformés, à la fois sur les aspects visite médicale d'embauche et sur l'aspect réforme de la procédure de déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Un premier élément qui est le premier élément en préambule, qui est la future réorganisation du Code du travail qui est prévue. Alors je ne sais pas ce que donnera la future mandature présidentielle et législative, je ne sais pas ce qu'il en sera de ce projet, toujours est-il que la loi travail prévoit, dans les 2 ans qui viennent, c'est-à-dire avant la fin 2018, que le Code du travail soit entièrement réécrit. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité sociale, le Code du travail a été déjà recodifié, les numéros d'articles ont été entièrement modifiés et une première réorganisation a été faite. Et il est prévu d'ici 2 ans que le Code du travail soit à nouveau réécrit complètement via une commission qui est chargée donc de réfléchir à cette réécriture. Cette commission est déjà en place, elle a commencé à travailler, je ne sais pas ce qu'elle donnera. Théoriquement, en tout cas, si la loi travail n'est pas abrogée, le Code du travail devrait être intégralement réécrit dans les 2 ans, c'est-à-dire avant août 2018. L'idée essentielle de la loi travail, elle se trouve dans cette diapositive-là, si vous n'en retenez qu'une, à la limite c'est celle-là, c'est la future organisation du Code du travail. Normalement, si donc le Code du travail est entièrement réécrit comme il est prévu qu'il le soit, il devrait être réécrit selon ce triptyque qui sera ordre public, négociation collective, disposition supplétive. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce triptyque-là? Ça veut dire que chaque sujet donnera lieu à 3 paragraphes. Sur n'importe quel sujet, normalement, le Code du travail sera réécrit comme ça. Il est déjà écrit comme ça sur tout ce qui concerne la durée du travail, les congés et les repos. Il y a une première partie qui est l'ordre public. En dessous, une deuxième partie qui est ce qui est ouvert à la négociation. Et en dessous, encore, une troisième partie qui est ce que l'on peut faire, ce que l'on doit faire lorsque justement on n'a pas négocié. Je reviens sur ma hiérarchie en quelque sorte d'organisation sur chaque principe. Il y a l'ordre public, c'est-à-dire ce que je dois obligatoirement appliquer sans pouvoir négocier, ce qui est intangible, ce que je dois faire quelle que soit ma situation. En dessous, sur le même sujet, ce que je peux négocier. Qu'est-ce que sur ce sujet-là je peux négocier dans mon entreprise? Et encore en dessous, à titre supplétif, qu'est-ce que je dois faire si jamais j'ai décidé de ne pas négocier, ou si ça ne m'intéresse pas, ou si je n'ai pas le temps, ou si j'ai fait autre chose, qu'est-ce que je dois faire quand même? Ce qui est supplétif, c'est-à-dire ce que j'applique à défaut de négociation.
Un exemple pour illustrer tout ça, les heures supplémentaires. Heures supplémentaires, vous avez peut-être entendu dans les médias des organisations syndicales nous dire les heures supplémentaires sont supprimées, ou la majoration est supprimée, ou enfin, entendu des propos un peu excessifs. La loi travail ne dit pas ça. La loi travail, elle nous dit, à propos des heures supplémentaires, disposition d'ordre public, la durée du travail c'est 35 heures. Donc là, la loi travail n'est pas revenue sur cette durée du travail. Donc, disposition d'ordre public, tout ce qui dépasse 35 heures est une heure supplémentaire. Ça, je ne peux pas déroger. En tout cas, pas encore. Je ne sais pas ce que sera la future législation sur la question. Donc, ordre public, 35 heures. Négociation collective, je peux négocier sur la contrepartie financière, enfin sur la majoration des heures supplémentaires. Je peux négocier, quelle que soit ma taille, sur le montant des heures supplémentaires, sur comment est-ce que je vais les majorer. Disposition supplétive, c'est-à-dire le troisième étage, si je n'ai pas négocié dans mon entreprise, à minima, c'est 25% et 50%, ce que l'on connaît déjà. C'est-à-dire 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà. Vous avez compris la logique? 35 heures, je peux négocier, et si je ne négocie pas, voilà ce que j'applique. Normalement, dans 2 ans, tout le Code du travail sera organisé de cette manière-là, ce que je dois appliquer, ce que je peux négocier, et ce qui s'applique à défaut de négociation. Cette présentation-là, elle a bien pour vocation, je reviens sur mon fil rouge de tout à l'heure, de vous inciter à négocier, d'inciter toutes les entreprises à négocier, puisque l'objectif est bien de dire, voilà tout ce que je peux faire, voilà tout ce que je peux faire dans mon entreprise à moi, voilà comment est-ce que moi, je peux adapter la réglementation à mes besoins à moi, à ma souplesse à moi, à ma réactivité à moi, à ma compétitivité à moi. C'est l'objectif même de ce texte-là. Oui. Où se situe la convention collective dans l'ordre hiérarchique des normes? Oui. Alors, elle se situe, toujours pareil, en dessous du texte, en dessous de l'ordre public, en quelque sorte, dans la hiérarchie des normes. Vous savez que dans la hiérarchie des normes, le Code du travail est au-dessus des conventions collectives. Les conventions collectives ne peuvent déroger au Code du travail que dans un sens plus favorable. Mais vous allez trouver sur un certain nombre de sujets aujourd'hui, et ça c'est une des deuxièmes modifications importantes de la loi travail, des dispositions qui mettent en premier l'accord d'entreprise, qui font primer l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. L'accord de branche, pour ceux qui ne sont pas les habitués, c'est la même chose qu'une convention collective. L'accord de branche, c'est un ajout de la convention collective. Donc sur plein de sujets, l'accord d'entreprise, qui était en dessous jusqu'ici de la convention collective, va primer sur la convention collective, donc va remonter au-dessus, en quelque sorte, dans la hiérarchie de la convention collective. La convention collective, elle reste bien à la même place, elle ne bouge pas, elle est en dessous, j'allais dire, des dispositions du Code du travail. En revanche, par accord d'entreprise, donc dans mes dispositions, dans mon deuxième étage qui est négociation collective, je vais pouvoir déroger, y compris sur certains sujets, y compris à mes dispositions de branche, c'est-à-dire y compris à ma convention collective. Ça, c'est une deuxième modification très importante de la loi travail, puisque jusqu'ici, on ne pouvait déroger à une convention collective que dans un sens favorable aux salariés. Éventuellement, dans le champ de la négociation collective, on pourra trouver aujourd'hui des dispositions, on pourra mettre en place des dispositions qui seront soit pas les mêmes, soit éventuellement moins favorables que celles de la convention collective. Ou soit différentes, elles ne sont pas forcément plus ou moins favorables, mais elles seront en tout cas différentes. Ça, c'est une deuxième modification importante de la loi travail. En matière de durée du travail, repos-congé, ce triptyque, ce schéma est déjà dans le Code du travail. Si vous allez vous plonger dans le Code du travail en version 2017, parce que version 2016, ça n'était pas encore en vigueur, mais version 2017, toute la partie durée du travail est réécrite selon ces 3 parties, et c'est donc assez lisible, parce que vous savez très exactement où vous en êtes sur un sujet. Si vous allez chercher, je ne sais pas, moi, compte épargne-temps ou astreinte, vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'une astreinte, ben voilà ce que je dois faire, voilà ce que je peux négocier, et voilà ce que je fais si je n'ai pas négocié. C'est assez facile à lire en fait, ça rend les dispositions assez lisibles. On n'a pas de changement fondamental sur tous ces éléments-là. Le temps de travail effectif est défini exactement de la même manière, les astreintes aussi, les heures d'équivalence, les pauses de travail de nuit, les horaires individualisés. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de modification. À part sur les astreintes, la loi travail a juste ajouté la possibilité en astreinte de faire des astreintes dites téléphoniques sans avoir à se déplacer de chez soi. Mais ça, c'était déjà la validation de la pratique, donc ça ne change pas en droit grand-chose. En termes de durée du travail, ce qui change, c'est la possibilité de dépasser un petit peu, alors vous voyez que c'est quand même dans des limites pas énormes, mais quand même, de dépasser un petit peu la durée maximum du travail. Les limites, elles, fondamentales, elles ne changent pas. La durée maximum du travail, c'est 44 heures sur 12 semaines consécutives et éventuellement 48 heures sur une même semaine. Ce
qu'apporte la loi travail, c'est la possibilité, par accord d'entreprise encore une fois, donc, de prévoir une durée du travail maximum de 46 heures sur une période de 12 semaines, donc de déroger à cette durée maximum de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Donc par accord d'entreprise, on peut imaginer, lorsqu'on a un pic d'activité particulier dans une année particulière, de déroger à cette durée maximum et de faire travailler les gens 46 heures. À défaut d'accord collectif, on peut dépasser, dans ce cas-là, sur autorisation administrative. Donc, autorisation administrative, c'est inspecteur du travail. Si on n'a pas négocié, là encore, disposition supplétive, on peut quand même dépasser aussi, mais avec une procédure particulière qui est la demande d'autorisation préalable de la direction du travail. C'est moins souple en général et moins rapide. On peut également déroger à la durée quotidienne, cette fois maximum du travail, un accord d'entreprise ou de branche, et vous verrez, si vous allez lire un peu la littérature sur la question, que sur un certain nombre de sujets, notamment en matière de durée du travail, mais sur un certain nombre de sujets autres, la loi travail a introduit des dispositions dans le Code du travail qui nous disent par accord d'entreprise, virgule, ou à défaut par accord de branche. Ça c'est important comme formulation parce que tous les mots sont importants en droit. Ça signifie que par accord d'entreprise, c'est principalement par accord d'entreprise, et ça n'est que subsidiairement qu'on va avoir recours à la convention collective. Donc, ce qui veut bien dire qu'on met en premier lieu la négociation d'entreprise, donc la négociation au niveau de l'entreprise et pas au niveau de la branche. Ça, c'est important en termes de formulation. On le retrouve ici. Un accord d'entreprise, à défaut de branche, donc, peut prévoir le dépassement de cette durée, donc de 10 heures maximum. 10 heures, c'est la durée maximum du travail. Attention, c'est la durée du travail effectif, c'est pas l'amplitude. L'amplitude, c'est une autre notion. Là, c'est la durée maximum du travail effectif. Par accord d'entreprise, on peut imaginer, là aussi en cas de pic d'activité, de la passer à 12 heures, dans les cas suivants qui sont relativement larges pour être finalement à peu près applicables à toutes les situations, activité accrue ou autres motifs liés à l'organisation de l'entreprise, c'est relativement souple lorsqu'on a besoin de faire travailler donc au-delà de la durée maximum habituelle de 10 heures. Pour le repos quotidien, qui lui, dont la durée ne change pas, la durée minimum du repos quotidien c'est 11 heures consécutives, le repos de nuit a priori pour les gens qui travaillent de jour. On peut également y déroger par accord d'entreprise, pareil, à défaut de branche, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions qui devraient être prévues par décret. Ça fait partie des décrets qui ne sont pas encore sortis. Il y en a quelques-uns, quand même encore. Là, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, c'est le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Il ne change pas, c'est bien 35 heures. On peut, par accord d'entreprise, le moduler. Cette majoration des heures supplémentaires, on peut la moduler par accord d'entreprise. Donc on peut imaginer par accord d'entreprise de prévoir que la majoration des heures supplémentaires sera inférieure aux 25% telle qu'elle est prévue actuellement par la loi. Dans la limite quand même de 10%, le seuil minimum de majoration, donc il y aura quand même une majoration d'au moins 10%, mais on peut imaginer de négocier dans un accord d'entreprise que les heures supplémentaires seront majorées à 10%, ou à 12%, ou à 15%, ou à 20%, et non pas à 25%. On peut le faire, alors après ça dépend de ce qui est pratiqué déjà dans l'entreprise. C'est aussi une question de climat social. S'il y a beaucoup d'heures supplémentaires et qu'elles sont déjà majorées à 25, voire à 30 ou à 40% pour inciter aux heures supplémentaires, c'est pas forcément une bonne chose que d'aller négocier un défaut, une baisse de majoration des heures sup. Ça va dépendre des cas. Mais pour les cas où on introduirait, par exemple, pour la première fois des heures supplémentaires dans une entreprise, on pourrait très bien imaginer de conclure un accord d'entreprise pour que la majoration ne pèse pas trop sur la masse salariale. On pourrait très bien imaginer aussi en cas de difficulté économique ou de variation d'activité, de dire je négocie un accord d'entreprise pour temporairement baisser la majoration que je verse habituellement sur mes heures supplémentaires parce que je suis un peu en situation tendue. Ça, on peut l'imaginer. En revanche, si depuis des années, effectivement, on pratique des heures supplémentaires, que depuis des années, elles sont majorées à 25% et éventuellement à 50% au-delà des 8 premières, ça va être socialement difficile de trouver quelqu'un qui va venir signer une baisse. Enfin, on peut tenter de négocier, mais on ne trouvera peut-être pas forcément d'interlocuteur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à défaut d'accord collectif, donc mesure supplétive, on appliquera le taux légal qui est de 25 et de 50% que tout le monde connaît. En termes d'aménagement de la durée du travail maintenant, la réforme prévoit pour les entreprises de moins de 50 salariés que l'employeur puisse de manière totalement unilatérale, donc sans négociation, sans avoir rien à prévoir d'autre que sa propre décision, d'aménager la durée du travail sur une période de 9 semaines. Autrement dit, l'employeur peut faire varier la durée du travail sur une période de 9 semaines, donc pas au-delà, il ne peut pas annualiser le temps de travail tout seul, ou il ne peut pas semestrialiser en quelque sorte le temps de travail tout seul. En revanche, il peut l'aménager et faire varier la durée du travail sur une période de 9 semaines sans avoir
à négocier ni avec un représentant syndical, ni avec un de ses salariés. Donc c'est totalement unilatéral. Ça, c'est une nouveauté. Jusqu'ici, il fallait un accord collectif pour pouvoir faire ça. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, s'il y en a parmi vous, il existe la même chose, mais sur une période seulement de 4 semaines consécutives. Donc ça, c'est une souplesse aussi lorsqu'on a une activité qui varie un petit peu en travail à fournir, autant une activité saisonnière, pourquoi pas effectivement, ou dans un certain nombre d'autres cas, de faire varier la durée du travail autour de 35 heures, de manière à ce qu'en fin de période, là maximum 9 semaines, on ait le moins possible d'heures supplémentaires à régler. C'est l'équivalent, si vous l'avez connu ou pratiqué, peut-être de la modulation ou de l'annualisation, sauf que là c'est sur une période beaucoup plus courte, hein. C'est faire varier autour de 35 heures et ne régler que les heures supplémentaires résiduelles, en quelque sorte. Les forfaits jours, maintenant, forfaits jours, si vous les pratiquez, vous savez forcément ce que c'est, ça concerne soit les cadres, soit les salariés itinérants, dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures, mais que l'on décompte en jours, c'est-à-dire que les personnes considérées, on travaille soit des demi-journées, bon les demi-journées c'est un peu moins fréquent, mais en nombre de jours dans l'année, avec un maximum de jours, en tout cas prévu par le Code du travail, 218, c'est-à-dire 217 plus la journée de solidarité. Ces forfaits jours ont fait l'objet d'un certain nombre de jurisprudences qui les rendent plus difficiles à mettre en œuvre, parce qu'en faisant travailler les salariés selon un nombre de jours, on peut aussi imaginer qu'ils travaillent beaucoup d'heures sans les décompter. Donc il y a de la jurisprudence qui est des décisions de justice qui rendent les choses assez difficiles pour les employeurs et qui ont conduit à ce qu'un certain nombre de forfaits jours soient invalidés dans les conventions collectives. Je rappelle juste un petit principe, pour qu'un forfait jour soit valable, il faut soit qu'un accord de branche, donc une convention collective, soit qu'un accord d'entreprise le prévoit. On ne peut pas mettre en place un forfait jour tout seul, uniquement par contrat de travail. Ça, c'est pas possible. Ça ne change pas, ce principe-là ne change pas. Pour pouvoir mettre en place du forfait jour et donc soumettre les cadres, les itinérants à un contrôle du temps, enfin une durée du travail en jour, il faut toujours un accord de branche ou un accord d'entreprise pour que ce soit valable. En revanche, ce qui est possible, c'est que lorsque ces accords de branche ou lorsque ces accords d'entreprise sont incomplets par rapport à la jurisprudence, aux différentes jurisprudences, différentes décisions de justice qui se sont prononcées sur la question, on puisse suppléer, j'allais dire, à cette incomplétude, en quelque sorte, en établissant des documents de contrôle du nombre de jours travaillés, en vérifiant la compatibilité entre la charge de travail et de repos, et en organisant un entretien annuel avec le salarié sur sa charge de travail. Alors, attention sur le sujet, il faut aller quand même relire la littérature sur la question, il faut aller vérifier si votre accord de branche, si vous êtes dans une convention, si vous appliquez une convention collective, n'a pas été invalidé par la Cour de cassation. Et s'il a été invalidé, il faut au moins mettre en place un certain nombre de dispositifs qui permettent de contrôler à minima le nombre de jours travaillés. Si ce n'est le nombre d'heures, parce que ça ne serait pas logique d'aller contrôler le nombre d'heures, puisque précisément on ne soumet pas ces salariés-là à un nombre d'heures. Mais enfin, c'est un sujet qui est complexe et qui est risqué en jurisprudence. Sachez simplement que la loi travail a permis un certain nombre de dispositifs pour assouplir justement ces décisions de justice-là et permettre de compléter en quelque sorte des accords initiaux qui auraient été incomplets. Un certain nombre de dispositions également sur les congés payés. Une nouveauté, les congés sont acquis et peuvent être pris dès l'embauche. Ça, c'est la validation en quelque sorte de la pratique qui existait déjà des congés par anticipation. Désormais, elle est dans la loi. Alors, les congés par anticipation n'étaient pas de droit, c'est-à-dire que n'étaient possibles que par accord entre employeurs et salariés. Désormais, c'est de droit, c'est-à-dire que le salarié commence à acquérir 2 jours et demi de congés par mois dès son embauche et peut les prendre dès le début. Alors, peut les prendre avec l'accord de l'employeur, ça ne change pas. Mais en revanche, ils sont acquis, ils peuvent être pris dès le début, j'allais dire, de la relation de travail, ce qui permet d'éviter d'attendre la fin de la période de référence pour avoir acquis les congés, pour en prendre suffisamment pour l'avenir. Vous n'avez pas besoin d'accord d'entreprise? Si, toujours. Ils sont acquis, ils peuvent être pris. Mais c'est toujours l'employeur au final qui décide d'accorder ou non les congés payés. Non, est-ce qu'il y a besoin d'un accord d'entreprise pour que ça soit mis en place? Ah non, pardon. Non, oui, j'avais pas compris votre question. Non, ça c'est légal, il n'y a pas besoin d'accord d'entreprise pour valider ça. Ça c'est en place par la simple application de la loi. Par accord d'entreprise, en revanche, vous pouvez, ça c'est l'élargissement du champ de la négociation collective, prévoir un certain nombre d'autres choses en matière de congés payés, et notamment ce qui peut être utile dans les entreprises qui ont par ailleurs un accord sur la durée du travail et qui annualisent la durée du travail,
c'est d'aligner les périodes de référence d'acquisition de congés et d'acquisition de RTT. Lorsque vous avez un accord d'annualisation qui, par exemple, retient l'année civile pour décompter le temps de travail et accorder les RTT qui vont avec, ben vous pouvez imaginer d'aligner par accord d'entreprise ces durées en considérant que les congés payés seront décomptés non pas à partir du 1er juin, mais à partir du 1er janvier, ils seront décomptés en année civile. Ça permet, j'allais dire, d'harmoniser un petit peu tous les calculs de délai, ça peut être utile. Vous pouvez aussi, par accord d'entreprise, fixer la période de prise de congés payés, l'ordre des départs en congé, les règles de fractionnement, les majorations de durée de congé. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin pas tout ce que vous voulez tout à fait, mais enfin il y a un certain nombre de choses que vous pouvez régler par accord d'entreprise qui jusqu'ici étaient réglementées par le seul Code du travail. Un certain nombre également de congés alors, qui existaient déjà dans le Code du travail, qui ne sont pas nouveaux, mais ils sont simplement réorganisés, réécrits et redisposés en 3 parties. Donc, il y a des congés articulation vie professionnelle, vie personnelle et familiale, notamment les congés de proches aidants par exemple, ou un certain nombre de congés divers et variés, les congés pour engagement associatif, politique ou militant, et les congés, les prises de période de travail à temps partiel ou destinés à la création d'entreprise sont tous ces congés-là, il y en a une petite dizaine, j'allais dire, sont classés en 3 parties et réécrits chacun avec cette nouvelle architecture, ordre public, ce que je dois impérativement faire, négociation collective, ce que je peux négocier, et dispositions supplétives, ce que j'applique à défaut de négociation. En revanche, c'est à droit constant, sur ces différents congés-là, il n'y a pas de changement spécifique sur la réglementation des congés en question. Il y a quelques nouveautés en matière de congés pour événements familiaux. Mariage et Pâques, ça ne change pas. Mariage d'un enfant, ça ne change pas. Naissance, adoption non plus. Le décès d'un enfant ouvre désormais droit à un congé pour événement familial, donc de 5 jours au lieu de 2 jours. Le décès à un congé familial de 3 jours au lieu de 2 jours, et on y a ajouté le décès du concubin qui n'était pas prévu jusqu'ici. Et il y a un nouveau congé qui a été créé par la loi travail, qui est le congé dont bénéficieraient les parents à qui on annoncerait la survenue d'un handicap chez leur enfant, qui est un congé de 2 jours. Madame Fourchy, avant J'ai fait le tour à peu près de ce qui est durée du travail, en tout cas mesure principale. Avant de passer justement en fait, au chapitre suivant, donc il y a un point important, l'accord d'entreprise. Est-ce que vous pourrez rappeler pour certains qui n'ont pas forcément l'habitude, comment on implante au niveau modalité un accord d'entreprise quand on a un représentant du personnel ou quand on n'en a pas, d'ailleurs en carence? On y vient peut-être, on complète les questions. Est-ce qu'il y a des questions de durée du travail, congé, ou des choses qui n'auraient pas été... Non, ça viendra au fur et à mesure. Alors, comment est-ce qu'on fait pour conclure un accord d'entreprise, puisqu'on en a beaucoup parlé? Effectivement, en matière de durée du travail, mais dans tout, on peut conclure des accords d'entreprise sur tout. Si on est plus de 50 salariés, on peut avoir, c'est pas une obligation, mais il se peut que l'on ait des représentants syndicaux. Alors, est-ce qu'il y a des entreprises de plus de 50 salariés parmi vous? Pas du tout? Pas du tout? Un petit peu? Bon, alors au-delà de 50 salariés, on peut avoir des représentants syndicaux qui sont des personnes qui sont désignées par un syndicat sous réserve qu'elles aient obtenu un certain nombre de suffrages aux dernières élections professionnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut être délégué syndical que lorsqu'on s'est présenté aux élections et qu'on a obtenu un minimum, j'allais dire, de voix lors des dernières élections professionnelles. Et dans ce cas-là, le syndicat va désigner en disant monsieur un tel ou madame un tel et nommer délégué syndical dans votre entreprise ou dans votre établissement. Et dans ce cas-là, le délégué syndical sera l'interlocuteur naturel, obligatoire même, du chef d'entreprise pour négocier. On peut avoir un délégué syndical, y compris lorsqu'on est en dessous de 50 salariés, ça peut arriver, selon certaines conditions, et dans ce cas-là, ce délégué syndical est obligatoirement le délégué du personnel titulaire. Donc ça, vous avez peut-être la situation, c'est la même chose, hein. On est en dessous de 50, mais la personne qui va être désignée doit avoir rempli un certain nombre de conditions électorales pour être désigné délégué syndical, mais ça ne peut être que le délégué du personnel titulaire, à condition qu'il ait au moins 10% des votes, qu'il ait obtenu au moins 10% des votes aux dernières élections professionnelles, et il ne pourra signer des accords que s'il a obtenu au moins 30% des votes aux dernières élections professionnelles, au premier tour. Ça, vous avez peut-être, si vous êtes moins de 50, vous avez peut-être un délégué syndical qui est par ailleurs, une deuxième casquette en quelque sorte, qui est par ailleurs le délégué du personnel élu. Non? Titulaire? Non? Personne? Personne? Bon. C'est pas très fréquent cette situation-là, mais enfin ça existe dans la loi.
Et la dernière situation, qui est peut-être la vôtre, si vous voulez quand même négocier un accord d'entreprise, et il y a peut-être plein de sujets sur lesquels vous avez intérêt à le faire, dans ce cas-là, vous pouvez négocier hors représentants syndicaux. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je vous dis simplement pour rappel que les entreprises qui sont pourvues de délégués syndicaux, les règles de négociation collective ont profondément été remaniées par la loi travail, notamment parce qu'on est sur une majorité différente, parce que les accords deviennent à durée déterminée au lieu d'être à durée indéterminée, il y a un certain nombre de la révision des accords est facilitée, et la dénonciation des accords est assouplie, il y a un certain nombre de choses qui permettent aux entreprises donc, de plus de 50 ou éventuellement de moins de 50 pourvus de délégués syndicaux de négocier plus facilement ou en tout cas plus souvent. Donc l'objectif, encore une fois, de la loi travail, c'est ça, c'est de faciliter et d'assouplir la négociation. Pour les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicaux, elles ont la possibilité, elles aussi, de négocier, mais avec d'autres personnages dans ce cas-là que les délégués syndicaux. Cette possibilité, elle existait déjà, elle existe depuis la loi Rebsamen de 2015, et elle a été complétée, j'allais dire, et assouplie par la loi travail. Donc la loi travail n'a fait que compléter le dispositif, en fait. Mais elle le complète de telle manière qu'effectivement, pour le coup, ça peut le libérer. Alors, avec qui est-ce qu'on peut négocier lorsqu'on n'a pas de représentants syndicaux? On peut négocier avec un salarié élu, un délégué du personnel. Si on est moins de 50, a priori, c'est un délégué du personnel. Ça pourrait être un membre du comité d'entreprise aussi si on est plus de 50. Avec un salarié donc élu, et par ailleurs mandaté par une organisation syndicale pour la durée de négociation de l'accord. Cette technique du mandatement syndical, elle existe, certains l'ont peut-être croisée ou connue précédemment dans d'autres vies professionnelles, au moment de la réduction du temps de travail et des lois Aubry. Lorsque la réduction du temps de travail a été imposée par la loi avait déjà bien prévu et conçu et observé que toutes les entreprises ne disposaient pas d'un représentant syndical, d'un délégué syndical. Donc elle avait ouvert la possibilité de négocier en matière de durée du travail par la technique du mandatement. Le mandatement, ça consiste pour un salarié de l'entreprise, ça n'est jamais tout ce que je vais dire là et tout ce qui résulte de cette diapositive-là, on négocie toujours dans l'entreprise avec un de ses salariés. On négocie jamais avec un représentant syndical extérieur. C'est toujours un salarié d'entreprise. Donc on a Monsieur Dupont ou Madame Durand qui va se faire mandater par une organisation syndicale, quelle qu'elle soit, et l'organisation syndicale prévient l'employeur qu'il mandate Monsieur ou Madame Dupont pour négocier tel accord sur tel sujet pendant telle durée. Ce qui signifie que le mandat est un mandat temporaire. Ce n'est pas un mandat définitif de je suis délégué syndical pendant 4 ans, comme dans une entreprise qui dispose d'un délégué syndical. C'est vraiment un mandatement syndical pour une durée donnée sur un sujet donné. Si je veux négocier, si je veux mettre en place un forfait jour par exemple, ou si je veux négocier sur mes heures supplémentaires, le syndicat va désigner monsieur ou madame Dupont pour négocier sur les heures supplémentaires ou sur le forfait jour pendant 2 mois, 3 mois, enfin une durée de négociation qui soit raisonnable, qui soit ni trop courte ni trop longue. Et à la fin de la négociation, soit qu'elle aboutisse à la conclusion d'un accord, soit qu'elle échoue, puisque c'est pas parce qu'on tente de négocier qu'on aboutit forcément, il peut arriver qu'on n'aboutisse pas. À la fin de la négociation, le mandat tombe naturellement. Donc il ne faut pas s'affoler. Le mandatement syndical, c'est pas la présence syndicale dans l'entreprise jusqu'à vitam aeternam. C'est juste une aide ou un accompagnement syndical à la négociation d'un accord. Donc, en premier lieu, si je veux négocier, je peux négocier avec un élu, par exemple un délégué du personnel qui a été élu et qui va se faire mandater par telle ou telle organisation syndicale et qui revient avec son mandat et avec lequel je peux entamer des négociations sur tel ou tel sujet. Je vais lui faire une proposition de texte, il va me répondre, on va refaire une proposition de texte, on va se réunir plusieurs fois pour aboutir à un accord commun qui sera au final l'accord d'entreprise que l'on signera ensemble. Deuxième possibilité, c'est le même salarié, mon même élu, délégué du personnel, mais non mandaté. Le salarié n'est pas forcément obligé d'aller se faire mandater par une organisation syndicale s'il ne le souhaite pas, s'il ne l'estime pas utile ou si pour une raison ou pour une autre il veut négocier parce qu'il estime que lui-même il a suffisamment et de compétences et d'intérêt pour la matière pour se former lui-même. Il n'est pas obligé d'aller se faire mandater et je peux négocier moi dans mon entreprise avec un élu, délégué du personnel, mais non mandaté par une organisation syndicale. Et dernière hypothèse, soit parce que mes élus ne veulent pas négocier, ça peut arriver, soit parce que je n'ai pas d'élu, tout simplement, je suis en dessous de 11 salariés, je n'ai pas d'élu, ou du moins pas obligatoirement, ou j'ai organisé des élections récemment, mais je n'ai eu aucun candidat, donc j'ai un PV de carence, et donc je n'ai pas d'élu, et bien dans ce cas, je peux quand même négocier,
avec un de mes salariés, même non élu donc, mais mandaté par une organisation syndicale. Donc là, c'est monsieur ou madame Dupont, qui n'est pas délégué du personnel, qui est simplement monsieur ou madame Dupont, qui va se faire mandater par une organisation syndicale avec, les mêmes spécificités que celles que j'ai exposées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est mandaté par telle organisation syndicale pour tel sujet pendant telle durée. Donc un mandat qui est limité dans le temps et limité en objet, j'allais dire, de négociation. C'est la même chose. Vous allez me dire, est-ce que je peux négocier avec un salarié non mandaté? Là, non. Là, par contre, c'est pas prévu par la loi, parce que la loi craint, dans ce cas-là, que le salarié en question soit un peu trop instrumentalisé, on va dire, par l'employeur. En quelque sorte, hein, que l'employeur aille choisir le seul négociateur qui lui convienne bien et qu'il n'y ait pas de soutien autre. Oui. Il y a un vote au suffrage de l'ensemble des salariés. Pourquoi avoir besoin de négocier qu'une personne et pourquoi pas avoir négocié avec l'ensemble? Avec l'ensemble. Alors, justement, la loi a prévu que lorsque l'accord est négocié, il soit validé par référendum. Pas dans tous les cas, seulement lorsque les salariés sont mandatés par une organisation syndicale, justement, extérieure. Dans le premier, j'allais dire dans le troisième cas, l'accord doit être, pour être valable, doit être validé par un référendum des salariés. Donc là, on fait voter tous les salariés sur le projet de texte. En revanche, on ne peut pas négocier directement avec tous les salariés, mais on leur fait valider quand même. Oui. Est-ce que dans les entreprises de moins de 11 salariés, quand on n'a pas de DP, on peut tout simplement faire une élection de délégué de personnel? On peut Et à aussi. ce moment-là, on négocie avec ces personnes-là. On peut aussi, ce n'est pas interdit, de faire une élection de délégué du personnel, même lorsqu'on est moins de 11, effectivement. C'est pas interdit, oui, bien sûr. Et dans ce cas-là, vous pouvez négocier avec ces personnes-là. Oui. Est-ce que l'organisation syndicale peut s'imposer dans les négociations? Personnellement? Non, alors dans les négociations, c'est le salarié qui vient négocier avec vous. Par contre, il va être éventuellement formé ou informé par l'organisation syndicale en dehors, j'allais dire. Mais il vient aux négociations non accompagné, il vient vous rencontrer, vous. D'accord. Et deuxième question, est-ce que le salarié, le DP dans mon cas, peut refuser la mandature? Oui. Et si l'OS m'écrit en disant, monsieur Duchemol, je le mandate? Ah non, ça ne peut être qu'avec l'accord. Non, ça ne peut être qu'avec l'accord du salarié. Non, ça ne peut être qu'avec l'accord du salarié. Le syndicat ne peut pas mandater quelqu'un qui ne serait pas d'accord pour être mandaté. D'accord. Mais dans ce cas-là, il faut régler ça entre le syndicat et votre délégué du personnel. Quand vous allez recevoir le mandat, vous allez effectivement vérifier que le salarié est bien au courant qu'il a été mandaté. Effectivement, mais vous avez raison. On ne sait jamais. Il faut le vérifier avec le. Je m'attends à ça parce que j'ai deux collèges. Ouais. Je pense qu'il y en a un qui va être mandaté et pas l'autre. Ouais. Et si j'ai bien compris, celui qui n'est pas mandaté ne peut pas participer à la négociation. Alors en fait, il y a un ordre de préférence, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une petite procédure, j'allais dire, qui est à mettre en place lorsqu'on veut négocier. On a un sujet sur lequel on veut avancer. Ce que l'on doit faire lorsqu'on est employeur, on doit, d'abord, lorsqu'on a des élus, si on n'a pas d'élus, évidemment, cette étape ne fonctionne pas. Mais lorsqu'on a des élus, on fait connaître son intention de négocier aux élus. Alors on la fait connaître oralement, de préférence peut-être par écrit, par un petit mot, lors de son cahier de DP ou un courrier, en main propre, enfin bref. On fait connaître son intention de négocier sur tel sujet. Et là, les élus ont un mois, et on fait connaître aussi son intention de négocier au syndicat représentatif, soit dans la branche d'activité, convention collective, soit au national, c'est-à-dire les 5 syndicats représentatifs, CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC. Les élus ont dans ce cas-là un mois pour répondre à l'employeur et pour savoir si, il souhaite négocier, parce qu'il peut arriver que les élus, ça peut arriver, c'est pas très très fréquent, mais ça peut arriver que les élus nous disent mais moi je ne m'intéresse pas le sujet, ou je refuse de négocier parce que je trouve que le sujet n'est pas pertinent, ou que je refuse d'être associé, j'allais dire, à la décision de l'employeur, ou parce que je sais pas quoi, je proteste, bref, pour diverses raisons qui leur sont propres, les élus peuvent décider de ne pas négocier. Donc dans ce cas-là, ils font savoir qu'ils ne souhaitent pas négocier. S'ils souhaitent négocier, ils font savoir dans ce cas-là à l'employeur s'ils seront mandatés ou pas. Ils ont un mois, j'allais dire, pour faire la démarche de savoir si est-ce qu'ils auront contacté un syndicat, est-ce qu'ils seront mandatés par une organisation syndicale ou pas. Et dans ce cas, c'est à partir de là que je vais savoir quels sont mes interlocuteurs. Est-ce que j'ai des représentants, des élus, c'est-à-dire des DP qui souhaitent négocier? Oui. Auquel cas, est-ce qu'ils sont mandatés? Oui. Auquel cas, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix par rapport à ma diapositive précédente. Si j'ai des élus qui veulent négocier et qui sont mandatés, je dois négocier avec des élus mandatés. Je ne peux pas dire, ah non, moi j'exige de négocier avec des élus non mandatés. Ça, c'est pas possible. Il y a un ordre de priorité, en quelque sorte. Donc, si mes élus souhaitent négocier sur le sujet, ils sont mandatés par une organisation syndicale, dans ce cas-là, je dois négocier avec eux. Deuxième hypothèse, j'ai bien des élus qui veulent négocier, mais qui ne sont pas mandatés, qui n'en voient pas l'intérêt, bref, qui n'ont pas fait la démarche.
Je peux dans ce cas-là négocier, c'est ma deuxième branche de tout à l'heure, avec des élus non mandatés. Et si je n'ai pas d'élus, soit j'ai des élus qui ne veulent pas négocier, soit je n'en ai pas, dans ce cas-là, je peux utiliser la troisième branche qui est non salarié, non élu, mais mandaté par une organisation syndicale. Est-ce que c'est clair? Ça fait un peu beaucoup de choses en même temps. Bon, simplement retenez, parce que ça fait beaucoup de choses, effectivement, quand on manie les sujets qu'on n'a pas forcément pratiqués, c'est peut-être un peu confus. Sachez simplement qu'il y a toujours la possibilité de négocier. Voilà. Après, vous irez chercher, j'allais dire, sur ce qui correspond à votre situation, mais il y a toujours la possibilité de négocier, même lorsqu'on n'a pas de délégué syndical. Et on va pouvoir négocier, retenez qu'on va pouvoir négocier avec des délégués du personnel ou avec n'importe quel salarié, à condition qu'il vaille se faire mandater par une organisation syndicale. Et il y a une petite procédure à suivre qui n'est pas très compliquée. Et sans rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez donner les grands axes pour prouver en fait, les différentes manques en fonction de... Alors, des écrits où on remplit le cahier de TP, on envoie un courrier aux élus pour leur dire j'ai l'intention de négocier sur tel sujet, vous avez un délai d'1 mois pour me faire savoir votre intention de négocier ou pour vous faire mandater. Et dans le délai d'1 mois, on demande un écrit, pareil, aux élus pour savoir s'ils souhaitent négocier et si oui ou non ils sont mandatés, et dans ce cas-là par quelle organisation syndicale. Et si c'est le cas, le mandat va arriver, l'organisation syndicale va envoyer le mandat et vous aurez un courrier de l'organisation syndicale Intel qui va mandater machin pour négocier tel sujet. Excusez-moi, au jour d'aujourd'hui, Oui. avec le peu de recul qu'on a par rapport à ça, est-ce qu'il y a beaucoup de cas, ou est-ce que vous avez une perception des syndicats qui acceptent de donner un mandat à un salarié qui n'a pas d'étiquette? C'est très variable. C'est très variable. Si par exemple, il est vrai que si par exemple vous voulez négocier un accord sur les forfaits jours pour vos cadres, le plus pratique, ce sera d'aller toquer à la porte de la CGC, qui est la Confédération Générale des Cadres, qui est la plus, j'allais dire, habituée à ce genre de sujet, parce qu'elle défend des cadres. Mais ça peut être la CFDT, ça peut être la CGT, je ne sais pas. Il y a dans toutes les organisations syndicales, en général, une section réservée aux cadres, par exemple, dans mon exemple. Ça peut être n'importe quelle organisation syndicale. Et sachant que vous avez des organisations syndicales de branches aussi, il y a les 5 que j'ai cités, que tout le monde connaît, mais il y a aussi des syndicats spécifiques de branches. Pour vérifier si j'ai bien compris, donc lorsqu'on veut... Vous voulez que je revienne en arrière? Non. Sur cette diapositive, Ouais. si on veut négocier, donc bien sûr, aux élus, ou en tout cas aux membres du personnel Oui. de la société. Ouais. Et deuxième point, on informe de notre intention de négocier les 5 syndicats représentatifs. Oui. Et les syndicats de branche. Les syndicats de branche, ils ne sont pas difficiles à trouver. Vous avez dans votre convention collective, au tout début, c'est le tout début, c'est les premiers mots, la convention collective. La convention collective est conclue entre telle organisation patronale et telle organisation syndicale salariale. Alors, après, il faut aller chercher les coordonnées, elles ne sont pas forcément dans la convention collective, mais vous les trouvez c'est le premier mot de la convention collective. Donc ce faisant, c'est eux ensuite qui vont forcément prendre contact. C'est eux qui vont prendre contact, vos salariés, vous allez recevoir un mandat et votre salarié en même temps en aura copie et viendra vous voir en disant ben voilà j'ai le mandat, on peut discuter. Plusieurs. Ça peut être plusieurs, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure pour ne pas compliquer, mais il peut y avoir, si vous avez plusieurs élus, d'obédience entre guillemets différentes, il peut y avoir plusieurs élus qui aillent se faire mandater par plusieurs organisations syndicales et dans ce cas-là votre accord d'entreprise, vous allez le négocier avec une ou deux, peut-être pas tellement plus, parce qu'en fait, en dessous de 50 salariés, vous avez au maximum 2 délégués du personnel. Mais enfin, bon, imaginons théoriquement, ou en tout cas dans les entreprises sans représentant du personnel, on peut imaginer qu'il y ait 1 ou 2, ou pourquoi pas 3 négociateurs, j'allais dire salariaux. En pratique, ça arrive rarement. À ces tailles-là d'entreprise, autant dans des grandes entreprises, des négociations d'entreprise, ça peut être avec de multiples syndicats. À cette taille-là, c'est plutôt un négociateur salarial, parfois 2, mais c'est rarement au-delà de 1. Mais ce qu'on peut imaginer, compte tenu des enjeux pour les syndicats, c'est qu'ils soient plusieurs à tenter de mandater le délégué du personnel. Oui. Oui, mais là, c'est au salarié, lui, d'aller prendre ses renseignements de ce qu'on fait. Ah oui, donc un seul mandat d'un seul syndicat. Oui. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on a vraiment l'obligation de passer par la phase 2, faire connaître son intention au syndicat? Ah oui.
Oui, c'est une... oui, là, je suis désolée. C'est une condition légale. Non, je comprends votre question. C'est une condition légale, effectivement, pour la validité de l'accord. Alors, il y a un certain nombre d'autres conditions formelles, en fait, que je n'ai pas développées ici, parce qu'elles ne sont pas nouvelles, mais par exemple, lorsqu'on a finalisé la signature d'un accord, pour que cet accord soit valable et soit opposable à tous, il faut le déposer à la directe. Alors, la directe n'a aucun pouvoir de dire tel ou tel accord, je reviens dessus, ou vous devez négocier autrement. Non, il est simplement déposé à la directe et au greffe du Conseil de prud'homme. Au greffe du Conseil de prud'homme, les conseillers prud'homme présents parmi nous me diront peut-être que ça ne sert à rien. En tout cas, moi, je considère que ça ne sert à rien et qu'on les empile dans un bureau. En revanche, à la directe, ils sont lus sans validation spécifique, mais ils sont lus et classés, voilà. Mais c'est une des conditions de validité. Donc, simplement pour revenir à votre question, ce que j'évoque là dans cette diapositive-là, toutes ces étapes-là sont des étapes obligatoires et à défaut, l'accord de collectif ne serait pas valable. Et si vous fondez votre décision sur un accord collectif non valable, la technique que vous mettez en place n'est elle-même pas valable par enchaînement, j'allais dire, de circonstances. Par exemple, votre forfait jour, je reviens à mon histoire de forfait jour par lequel on peut décompter le temps de travail des cadres en jours et non en heures. Si vous le mettez en place sur la base d'un accord d'entreprise qui n'est pas valable, votre convention de forfait jour n'est pas valable. Et donc elle peut tourner toute seule. Donc ces conditions de validité, elles sont impératives et à défaut, effectivement, c'est pas la peine de s'ennuyer à négocier si on n'utilise pas toutes les étapes, si on ne pratique pas toutes les étapes. Au niveau des 9 semaines de modularité que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a un délai minimum à respecter pour prévenir en fait quand seront ces semaines-là dans le planning? Non. Alors ça dépend. Là, en général, lorsque on souhaite organiser la durée du travail sur une période supérieure à 9 semaines, là c'est un des deuxièmes sujets, j'allais dire, enfin deuxième, troisième, xème sujet sur lequel il est intéressant de négocier dans l'entreprise, notamment si on souhaite annualiser, par exemple pour aller vite, on va dire annualiser le temps de travail. Annualiser le temps de travail, ça consiste à décompter le temps de travail non pas à la semaine, mais à l'année, ce qui permet, lorsqu'on fait un certain nombre d'heures dans l'année, de moduler, comme on disait autrefois, la durée du travail autour de 35 heures, et donc de compenser en général les dépassements, on va dire au-delà de 35 heures, par les périodes qui seraient travaillées en dessous de 35 heures. Ce qui fait que mathématiquement, en fin d'année, il peut y avoir 0 heures supplémentaires à régler. Ou 10 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, pas beaucoup d'heures supplémentaires. Ça permet de moduler la durée du travail, c'est-à-dire décréter en quelque sorte des heures supplémentaires en les compensant par des périodes qui seraient moins travaillées que d'autres, voire même des périodes qui peuvent être des périodes à 0, c'est-à-dire des semaines non travaillées qui compenseraient des semaines qui, elles, auraient été surtravaillées en quelque sorte. Et comme ça, en fin d'année, on fait le compte. Comme ça, en fin d'année, toutes les heures qui ont été faites en plus et en moins, en quelque sorte, on fait l'addition, la soustraction de tout ça, et ça donne éventuellement 0. Et il peut donc arriver comme ça en fin d'année qu'on ait fait beaucoup d'heures supplémentaires dans l'année, mais qu'on ait aussi eu beaucoup de semaines où on a travaillé moins, à 30 heures, 25 heures, 20 heures, ou 0 heure, pourquoi pas, et que finalement, on n'ait aucune heure supplémentaire à régler. Donc ça peut avoir un intérêt en organisation du travail, sous réserve d'organiser tout ça évidemment, mais ça peut avoir un intérêt de négocier sur le sujet, parce qu'en revanche, si on n'a pas négocié sur le sujet, on n'a pas le droit de faire ça de manière informelle. Si on le fait en disant j'ai un petit compteur d'heures, et on est souvent, il y a un certain nombre d'entreprises qui le font, j'ai un petit compteur d'heures, et les heures, les gens ils viennent un peu plus, ils viennent un peu moins, ils vont emmener leurs enfants à l'école, ils ont un rendez-vous chez le médecin, donc on compte en plus, en moins, etc. On a au final une durée du travail qui n'est validée par rien, par aucun texte, et qui peut permettre aux salariés, dans ce cas-là, de demander des rappels d'heures supplémentaires en cas de contentieux. Donc ça c'est un intérêt de négocier. Là, sur le sujet, il y a un intérêt à négocier. Donc sur les 9 semaines, en fait, qui sont possibles pour les entreprises de moins de 50, oui. Si l'accord d'entreprise, en fait, est signé et si celui-ci, en fait, spécifie que les modularités peuvent être appliquées sans un nombre de jours précédant, en fait, l'annonce, ça prend le pas sur l'accord de branche et... D'accord. On organise la durée du travail au plus près, j'allais dire, des besoins de l'entreprise. C'est un des intérêts du texte. C'est clair pour vous, je vois que la négociation hors représentation syndicale, ça vous intéresse, c'est bien. C'est bien parce que c'est un des intérêts de la loi, justement, donc ça montre que le sujet est utile. Donc, priorité, le principe, je vous l'ai dit, priorité aux élus mandatés. À défaut, ce sont les élus non mandatés, donc la deuxième branche de ce que j'ai exposé tout à l'heure. Et la troisième branche, c'est en l'absence d'élus volontaires ou en l'absence tout simplement d'élus, 1 ou
ou plusieurs salariés non élus, donc peut être mandaté par une ou plusieurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, syndicats, pour participer à la négociation. La loi travail a prévu également la possibilité, par les mêmes voies, de réviser ou de dénoncer un accord d'entreprise existant. C'est-à-dire qu'on peut aussi non seulement conclure, là on a parlé que de l'hypothèse de la conclusion d'un accord d'entreprise, mais lorsqu'on veut changer quelque chose à l'accord d'entreprise parce qu'il n'est plus suffisamment adapté, j'allais dire, à la situation, ou lorsqu'on veut le dénoncer pour le remplacer par un autre, on peut le faire aussi par ce que l'on appelle les modes de négociation. Alors vous verrez dans la littérature droit social, si vous y intéressez, on parle de négociation dérogatoire. Pourquoi est-ce qu'on dit négociation dérogatoire? Ça veut dire négociation hors représentants syndicaux, c'est pour faire un peu de vocabulaire. Pourquoi est-ce qu'elle est dérogatoire? Parce que par principe, dans le Code du travail, la négociation, elle se fait par principe avec des délégués syndicaux. Alors, lorsqu'on parle de négociation dérogatoire, c'est qu'on est en négociation hors délégués syndicaux. Si vous lisez un petit peu le droit social, ne soyez pas étonnés par cette formule-là. Une fois qu'on a trouvé notre interlocuteur, mais on négocie. La négociation, ça consiste à proposer un projet de texte, à discuter autour de ce projet de texte, à l'amender, à le compléter, à le soustraire, enfin bref, à en faire quelque chose qui soit l'objet d'un accord commun. Le temps qui est passé aux négociations est du temps de travail pour les salariés concernés. Et si on est en négociation avec un élu titulaire, donc un élu mandaté ou non mandaté, il y a dans ce cas-là 10 heures de délégation supplémentaires par mois pendant la durée de l'accord. Ça c'est pour qu'il puisse donc aller prendre de l'information auprès de son syndicat ou s'il n'est pas mandaté auprès de qui il veut pour se former, j'allais dire, à la négociation et au sujet sur lequel il est en train de négocier. Lorsqu'on a abouti à une négociation, on n'est pas obligé d'y aboutir, il peut arriver que des négociations échouent, mais lorsqu'on aboutit, on va être dans la version positive, on doit, une fois qu'on a signé l'accord, donc une fois qu'on a finalisé le texte commun et qu'on l'a signé en commun, direction d'un côté, salarié de l'autre, organiser un référendum dans l'entreprise pour approbation donc, de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Donc c'est un vote que l'on organise exactement comme une élection professionnelle ou une élection de délégué du personnel. Il faut faire voter les gens sur le texte. La seule particularité, puisqu'on les fait voter sur un texte, c'est que là on ne les fait pas voter sur une liste ou sur le nom de quelqu'un comme une élection professionnelle, c'est qu'il faut prévoir de leur transmettre le projet d'accord aux salariés pour qu'ils sachent ce sur quoi ils votent. Et ensuite, il faut préparer une question, comme un référendum politique, il faut préparer une question qui va être du type êtes-vous d'accord ou êtes-vous d'accord avec l'entrée en vigueur de tel accord d'entreprise conclu tel jour. Oui. Est-ce que l'employeur peut être assisté par un conseiller extérieur lors des négociations? Oui, pourquoi pas, c'est pas interdit. Oui, c'est pas interdit. Il peut être assisté à distance aussi, pas forcément lors des réunions, mais il peut être assisté à distance aussi sur la rédaction de l'accord et puis sur ce qu'on peut garder sous le coude en négociation ou pas. Il peut être assisté également pendant les réunions, c'est pas interdit, il n'y a pas de réglementation sur le sujet. La seule particularité, c'est que si l'employeur vient avec un conseil juridique, 2 conseils juridiques, 3 conseils juridiques et que le salarié est tout seul, les négociations ne vont pas être très équilibrées. C'est la seule limite que j'y mettrais. C'est pas une limite juridique, là, pour le coup, c'est une limite pratique. Et après, il y a une formalité, on doit prévenir peut-être. Idéalement, oui, et c'est vrai que si on vient accompagner, on doit plus ou moins offrir aux salariés la possibilité de l'être aussi, parce que sinon, pour que ce soit pas au tribunal ou une négociation déséquilibrée. Oui. Au niveau du référendum, Oui. vous avez dit que c'était comme pour les élections professionnelles, Oui. mais est-ce qu'il y a obligation de mettre en place un protocole électoral avec les OS comme... Oui, normalement, oui, effectivement. Ouais. Oui, parce qu'on organise des élections, et oui, ça fait 2 En fait, on protocoles. informe 2 fois les OS. Oui. Oui. Il y a bien un protocole d'accord préélectoral sur l'organisation d'un référendum. Oui, ça, c'est l'éventuelle lourdeur du système. Et particularité, lorsqu'on est dans un accord conclu avec un élu non mandaté, donc c'est la deuxième branche, on doit transmettre pour information l'accord à une commission paritaire de branche. Donc c'est une transmission pour information. Là, c'est justement une des nouveautés. J'insiste pas là-dessus parce que techniquement, c'est pas l'essentiel aujourd'hui. Mais là, c'est une des grandes nouveautés quand même de la loi travail. Juridiquement, elle est là. C'est que jusqu'ici, lorsque avant la loi Rebsamen faisait que l'on devait envoyer des accords d'entreprise à une commission de branche pour validation. Et pour validation, ça posait 2 problèmes, c'est que les commissions de branche, elles ne sont pas toujours existantes dans les branches, donc on ne savait pas où les trouver, donc il y avait des commissions de branche introuvables, et 2, lorsqu'elles recevaient les accords, elles ne disaient rien du tout, donc elles ne validaient jamais pour certaines. Ce qui fait qu'on avait des accords d'entreprise conclus, signés, tout le monde était d'accord, et ils étaient en attente, j'allais dire, de validation,
Et c'était un des obstacles, j'allais dire, à la négociation d'entreprise. Donc cet obstacle est levé, je simplifie techniquement, mais cet obstacle est levé, c'est ce qui fait que, entre autres, la négociation est facilitée. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la négociation hors représentation syndicale? Parce que là, je passe à autre chose après. Oui. Dans le cas où l'employeur refuserait l'accord, Ben, il signe pas. Il signe pas. C'est pas très très logique, j'allais dire, dans mon hypothèse, parce que là, c'est plutôt l'employeur qui suggère, j'allais dire, un sujet. Donc s'il suggère le sujet, c'est qu'il a un intérêt à arriver à quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui lui semble utile pour l'organisation de son entreprise. Mais il peut arriver par contre que, c'est pas qu'il refuse l'accord, mais que les conditions que met à la signature l'organisation syndicale ou le salarié qui est en face soient excessives et que l'employeur dise dans ces conditions-là, moi je ne mets pas en place, je ne signe pas et on n'aboutit pas à un accord. Donc c'est un échec de négociation. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas signer. Et puis le processus, j'allais dire, s'arrête là. On a tenté les négociations et elles ont échoué. Il ne se passe rien. Ça ne change pas, l'organisation de l'entreprise ne change pas dans ce cas-là. Et si elle propose, s'il a d'autres propositions, est-ce qu'il peut une nouvelle fois refuser ou il peut ne pas signer autant de fois qu'il veut, il peut retenter des négociations, relancer un processus de négociation sur le sujet, ça c'est possible autant de fois qu'il le veut, ça il n'y a pas de limitation. Mais c'est vrai que quand un employeur part sur un sujet, en général il a préparé son sujet, soit avec un conseil extérieur, soit lui-même, mais il part déjà avec un projet, il part avec un projet de texte, il part avec une idée, enfin il part dans la négociation avec des billes en quelque sorte. Donc là ça ne s'empêche pas que ça puisse échouer. On est bien d'accord. L'idée c'est d'aboutir quand même. On est bien d'accord. D'essayer en tout cas. L'accord d'entreprise n'est pas une obligation. Ah oui. Et l'accord d'entreprise est fait pour aller sur des modalités différentes du Code du travail et de l'accord de branche qui sont souhaitables par rapport à des objectifs que vous pouvez poursuivre. Hein? S'il n'y a pas possibilité en fait d'avoir une négociation allant sur les objectifs que vous recherchez, il n'y a pas de signature, et donc dans ce cas-là, vous retombez dans le cadre du Code du travail et de l'accord de branche. Jamais d'obligation. La seule particularité, c'est qu'il y a des sujets sur lesquels vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas d'accord d'entreprise ou d'accord de branche. Donc, Est-ce que pour les négociations, il y a un calendrier à respecter? Alors, idéalement, non, pas dans le Code du travail, mais c'est bien d'en mettre un en place, vous, si vous voulez négocier, de dire, voilà, on va se voir, moi je prévois une négociation qui dure, je sais pas, 2 mois, 3 mois par exemple, et on se voit à raison d'une fois par quinzaine, pendant 1 heure, et ça permet de faire un calendrier, on dit on se voit le 1er, le 15, le 31, je dis que je me voilà, donc ça permet d'organiser, de savoir où on va, et de ne pas être dans l'inorganisation, mais il n'y a pas de calendrier obligatoire. En tout cas, ça c'est à vous de le fixer. Si vous fixez un calendrier, et c'est à mon avis une bonne technique, c'est à vous de le faire. Il n'est pas réglementé. Bon, s'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas, je peux revenir en arrière, il n'y a pas de difficulté. Un sujet dont je ne sais pas quel sera l'avenir, c'est les accords interentreprises. La loi travail a permis également de conclure des accords interentreprises, entre plusieurs entreprises. Alors au départ, on se dit qu'on ne voit pas trop bien à quoi ça peut servir, parce que c'est assez rare qu'on imagine des accords entre entreprises, on ne voit pas trop pourquoi. Alors les exemples qui sont donnés dans la littérature en la matière, c'est par exemple des accords sur le travail du dimanche dans une même zone commerciale. On peut imaginer qu'il y ait des accords qui soient faits entre les entreprises, entre les représentants syndicaux des différentes entreprises et les directions des différentes entreprises pour se mettre d'accord sur l'ouverture ou pas le dimanche et à quelles conditions. On peut imaginer ça. Ou on peut imaginer dans une même zone commerciale, je ne sais pas moi, l'ouverture d'un restaurant d'entreprise, d'une crèche d'entreprise, ce genre de choses qui intéresseraient plusieurs entreprises en même temps et qui ferait que ça aurait un intérêt de conclure un accord interentreprise. En dehors de ces hypothèses-là, je ne sais pas quel sera tellement l'avenir de la formule. Je ne sais pas si on négociera en interentreprise, c'est pas certain. Une question ? Oui. Accord interentreprise, est-ce que ça pourrait concerner des prêts de salariés entre entreprises par rapport à des fluctuations d'activité? Alors non, là par contre ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est des mises à disposition. Ce n'est pas des accords d'entreprise, mais ça serait des mises à disposition, mais elles sont individuelles, dans ce cas-là, elles ne peuvent pas être collectives. Vous ne pouvez pas faire un accord avec l'entreprise d'à côté pour dire je vous mets à disposition n'importe quel salarié, n'importe quand.
Mais ça, vous pouvez faire par contre des mises à disposition par convention tripartite de transfert d'un salarié à l'autre, pour des raisons économiques par exemple, ou variation d'activité, ça c'est pas interdit, au contraire. Mais il faut le faire, il faut faire une convention entre vous et entre A et B, entre l'entreprise A et l'entreprise B, et le salarié. C'est pour ça que je dis qu'elle est tripartite, parce que c'est une relation triangulaire, il faut que le salarié donne son accord aussi au transfert. Voilà. Donc ça, c'est pas par accord d'entreprise, mais c'est tout à fait faisable par une autre technique. Un autre sujet, le droit à la déconnexion, qui est devenu un nouveau thème de négociation dans la catégorie qualité de vie au travail. Pour les entreprises qui ont des représentants syndicaux, c'est dans le cadre de la négociation annuelle dite obligatoire, c'est-à-dire la négociation sur les salaires. Et pour toutes les autres entreprises, quel que soit leur effectif, donc ça vous concerne tous, vous devez normalement négocier, ou élaborer, pas négocier, mais élaborer une charte. Et là, pour le coup, c'est pas selon les modalités de négociation que je viens de voir, c'est élaborer une charte, ça peut être unilatéral, sur la mise en œuvre du droit à la déconnexion, c'est-à-dire de toutes les actions de formation, de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. Avec le texte met l'accent d'ailleurs sur les managers, en fait, pas seulement sur tous les salariés, mais en priorité les managers et ensuite les salariés. C'est un thème en vogue, le droit à la déconnexion, donc ça peut voilà, vous tomber dessus dans le cadre d'un contentieux notamment. Pour les entreprises de plus de 20, la charte est obligée d'être annexée au règlement intérieur après, ou comment ça se passe? Alors, le règlement intérieur n'est obligatoire qu'au-delà de 20 salariés, ce qui n'empêche pas d'en faire un en dessous de 20 salariés, c'est pas interdit. Mais il n'est obligatoire qu'au-delà de 20, et la charte dont vous parlez, c'est la charte informatique, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, la charte informatique, le droit à la déconnexion, c'est une charte différente du règlement intérieur, qui peut y être annexée effectivement, mais c'est une charte différente, de même qu'on peut faire aussi une charte informatique, qui est un document différent. Donc ça, c'est valable quel que soit l'effectif. Charte déconnexion et charte informatique, si vous en avez une, c'est valable dans toutes les entreprises. Est-ce qu'il y a des questions sur ces sujets? On peut revenir en arrière, il n'y a pas de difficulté. Quelques mesures relatives à l'emploi, des mesures notamment sur le licenciement économique, avec deux motifs de licenciement économique qui entrent dans le Code du travail mais qui ne changent pas grand-chose au sens où ils étaient déjà mis en jurisprudence. C'est la sauvegarde de la compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise qui font que ce sont des motifs qui rendent possible un licenciement économique, outre bien sûr les difficultés économiques ou les modifications structurelles. Ce qui change par la loi travail, c'est l'ajout, j'allais dire, de tranches qui font que l'employeur pourra justifier ces licenciements économiques par des difficultés économiques caractérisées par, donc je cite, des pertes d'exploitation, une importante dégradation de la trésorerie, tout élément de nature à justifier des difficultés, une baisse des commandes ou chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, en fonction de la taille de l'entreprise, et c'est là qu'on trouve les tranches. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, ça serait une baisse pendant un trimestre, entre 11 et 50 salariés, 2 trimestres, au-delà de 50, 3 trimestres, et au-delà de 300, 4 trimestres. Avec la difficulté juridique en tout cas qu'on nous parle de baisse significative. Et je ne sais pas moi ce que c'est que mathématiquement une baisse significative. Donc ce qui veut dire que alors, ces mesures-là ont envoyé les syndicats dans la rue considérant que c'était une facilitation inadmissible du licenciement économique, peut-être, parce qu'effectivement ça donne des clés. Lorsqu'on est une entreprise, on doit pouvoir justifier ses difficultés économiques lorsqu'on se base sur une période d'un trimestre, ok, mais on peut les justifier comment? Alors baisse des commandes, baisse du chiffre d'affaires, dégradation de la trésorerie, etc. pendant un trimestre, mais on doit justifier d'une baisse significative par rapport à la même période de l'année précédente. Et finalement, en jurisprudence, si contestation il y a des licenciements économiques qui viennent en raison de ces décisions, je ne suis pas sûre que les salariés ne puissent pas utiliser cette notion-là pour dire mais c'est pas significatif, et significatif en soi ça ne veut pas dire grand-chose. Cela dit, ça aurait peut-être été un peu trop excessif de dire voilà, significatif c'est, je sais pas, c'est 20% ou c'est 30%, parce que si on se situe en deçà, on peut peut-être justifier quand même des licenciements économiques, alors qu'on serait en dessous du seuil fixé par la loi. Ça serait peut-être un peu trop rigide de fixer des seuils mathématiques. Je ne sais pas quelle est la meilleure solution.
Toujours est-il que cette pseudo-facilitation du licenciement économique, à mon avis, n'est pas si grande que ça, parce que la rédaction est quand même prudente, entre guillemets. Une autre mesure relative à l'emploi dont je ne sais pas du tout ce qu'elle va devenir, c'est la possibilité pour les employeurs de moins de 300 salariés de recevoir de l'administration, c'est-à-dire de la directe, une information personnalisée sur l'application du droit du travail. Donc les directs sont censés mettre en place des services d'information des entreprises. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. En revanche, ce qui peut être utile pour les entreprises de moins de 50 salariés, c'est appliquer directement des accords types lorsqu'ils seront prévus par les accords de branche. Les accords de branche, donc les conventions collectives, pourront décliner en quelque sorte des accords d'entreprise type que les entreprises pourront adopter, pour leur éviter d'avoir à rédiger elles-mêmes ou à réfléchir à leur rédaction, adopter des accords types en quelque sorte qui seront mis en place par les branches. Ça peut être utile, alors j'en connais pas encore, mais ça pourrait être utile à l'avenir pour simplifier la rédaction justement des accords d'entreprise. En termes de formation, vous avez tous entendu parler du compte personnel d'activité, le fameux CPA, qui a été lancé donc, théoriquement au 1er janvier, en réalité le 12 janvier. Le CPA, c'est un compte qui est ouvert pour tout le monde, salariés, non salariés, fonctionnaires de droit public, travailleurs indépendants, et qui comprend le compte personnel de formation, CPF, le C3P, compte personnel de prévention de la pénibilité, donc sur lequel s'acquièrent les points pénibilité, et le compte d'engagement citoyen qui est nouveau, donc le CEC. Le compte d'engagement citoyen, c'est un compte sur lequel les salariés peuvent accumuler des droits qui sont liés à des engagements associatifs, par exemple, ou à, alors je ne sais plus, à la réserve militaire, je crois service civique, est-ce que je les ai notés non, donc c'est des comptes d'engagement citoyen, donc comme leur nom l'indique, soit service civique, par exemple, soit réserve militaire, soit réserve sanitaire. La réserve sanitaire, c'est des gens qui sont réservistes qu'on peut appeler en cas de catastrophe sanitaire. Les réserves communales, c'est pareil, qui sont réservistes que l'on peut appeler en cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe industrielle. Donc ces expériences-là, plus notamment tout ce qui est engagement associatif, les salariés peuvent faire valider donc, leur engagement citoyen ou associatif sur leur compte d'engagement citoyen. Et quel est l'intérêt de ça? C'est de transformer ces expériences-là associatives ou autres, bénévoles, en heures de formation qui viendront dans ce cas-là alimenter le CPF, compte personnel de formation. Donc ça va ajouter le nombre d'heures possibles mobilisables au titre du CPF. Il est prévu également dans l'avenir que ce compte personnel d'activité, alors c'est pas en vigueur encore, mais c'est en cours de réflexion, que ce CPA, donc qui regroupe déjà CPF, pénibilité, plus compte d'engagement des citoyens, permette également aux salariés de consulter leur bulletin de salaire dématérialisé. Puisqu'une des mesures aussi de la loi travail, c'est de permettre la remise des bulletins de salaire sous forme électronique, sauf opposition du salarié. Donc théoriquement, un jour, on pourra via ce CPA aussi consulter les bulletins de salaire. Le CPA est ouvert donc à tout salarié. Donc alors si vous voulez aller voir comment ça se présente, c'est assez bien fait et assez pédagogique. C'est sur mon compte d'activité, je ne sais plus si c'est mon compte formation, ça doit être moncompteactivité.gouv.fr le site. Là c'est l'ancien mon compte formation, c'était pour le CPF. Le CPF, vous vous souvenez, c'est le successeur du DIF, droit individuel à la formation, qui s'est terminé, donc le DIF a pris fin en décembre 2014, et les heures acquises au titre du DIF peuvent être transférées sur le CPF. Voilà, le compte personnel de formation, donc il y a un certain nombre de formations qui y sont ajoutées. Pour info, ça c'est tout récent, on peut faire prendre en charge le permis de conduire par le CPF dans certains parcours professionnels. Le CEC, je vous en ai parlé, ça recense des activités bénévoles ou de volontariat et ça permet d'acquérir de l'information. Voilà. Des questions sur la formation, sur le CPA, CPF? Alors, la particularité peut-être de ça, c'est que c'est un compte, ça vous, en termes de... Au quotidien, ça va pas vous changer grand-chose, à part le financement de formation qui serait éventuellement utile à l'entreprise. Vous pourriez inciter les salariés à aller voir ce qu'ils ont sur leur CPF et ce qu'ils peuvent faire au titre de leur CPF. Sinon, c'est un compte qui est géré uniquement par les salariés et pas par vous. Il est alimenté, pour ce qui est pénibilité, il est alimenté par la caisse de retraite directement. Pour le CPF, il est alimenté directement également via la DSN.
Et pour le CEC, il est alimenté directement par le salarié. Donc c'est un compte en ligne, en quelque sorte, que les entreprises ne gèrent pas du tout. Donc, sachant que si vous avez un arrangement avec votre salarié en fait, pour mettre effectivement certaines formations qui sont plus liées au quotidien d'entreprise, les formations qui sont prises en charge, c'est des formations dites qualifiantes. Et les formations certifiantes sont un champ restrictif quand même, hein, donc vérifiez bien avant, etc. Effectivement, l'utilité du CPF, ça peut être orienter les salariés vers, pour vous, c'est orienter les salariés vers la connaissance que des fois ils n'ont pas, en fait, de cet outil-là qui est en ligne. Mais ces comptes qui sont rattachés aux salariés, oui, sont pris en compte quand même. Ils sont pris en compte quand même, sont quand même provisionnés pour l'entreprise. C'est-à-dire Mais dedans, il y a des journées de formation. Alors, les journées de formation seront prises en charge éventuellement par les OPCA. Non, mais là, les jours du... Ah, les jours du, oui, effectivement, mais ils vont remonter par la DSN, en fait. Ça va remonter directement par... ils sont alimentés, j'allais dire, directement par la DSN. Voilà, et c'est pareil pour le compte citoyenneté, s'il y a des jours... Ça, c'est le salarié qui s'en occupe. C'est lui qui va faire valider. Par exemple, s'il a, je crois que c'est 200 heures d'engagement associatif dans l'année, il les déclare chaque année. L'association en question confirme qu'effectivement il a bien fait ses 200 heures de bénévolat dans l'association, dans les 6 mois qui suivent, et ça lui ouvre au maximum 20 heures par an de formation qui alimentent directement le CPF. Mais là, vous faites rien. C'est ça, mais comptablement, ça se règle comment? Est-ce que c'est dans le temps de travail ou... Ah non, c'est pas mentionné ça. Non. Oui, mais comme les heures sur le CPF peuvent être financées par les OPCA, ça peut avoir un intérêt d'aller vous les mobiliser pour les faire passer sur le plan de formation. En fait, Le nombre de jours, tu ne parles pas du financement de la formation. Ah oui, Le nombre de jours d'absence salariée. Ah non, ça c'est pas financé. Non, ça pas plus que le plan de formation. Voilà, donc oui, non, pardon, ça reste bien un outil que l'entreprise doit intégrer. Doit intégrer, effectivement, en raison d'éventuelles absences. Oui, d'accord, j'avais pas compris votre question. Tout à fait, il n'y a pas de provision comptable spécifique. Je vais passer aux autres mesures avant qu'il y ait d'autres questions. Nouveau régime de l'inaptitude médicale. Le régime de la procédure de constatation de l'inaptitude a changé. Elle reste déclarée par le médecin du travail, qui peut éventuellement s'appuyer sur les autres professionnels du service de santé au travail, puisque vous savez que le service de santé au travail est désormais pluridisciplinaire. Il y a des internes en médecine du travail, il y a des collaborateurs non médecins, il y a des infirmiers, il y a des intervenants en risque professionnel, enfin, il y a un certain nombre de professionnels autres que le seul médecin du travail. Mais le seul à pouvoir prononcer l'inaptitude, ça reste le médecin du travail. Le principe passe à une seule visite médicale, au lieu de 2 autrefois, ce qui n'empêche pas le médecin du travail d'en faire 2 s'il l'estime utile, mais le principe c'est une seule visite précédée d'une étude de poste qui devient systématique. Donc, ce qui veut dire qu'avant inaptitude, le médecin du travail doit avoir fait une étude de poste et doit avoir échangé avec, et ça le texte est clair sur la question, le salarié et l'employeur. Ça c'est une nouveauté, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de déclaration désormais d'inaptitude sans que l'employeur n'ait été informé de l'éventualité d'une déclaration d'inaptitude et sans que le médecin du travail ait au moins discuté avec lui. Alors l'échange en question n'est pas formalisé, mais c'est à minima une conversation téléphonique, et c'est souvent un déplacement sur les lieux. Ce que j'ai vu moi depuis le 1er janvier, puisque c'est en vigueur depuis le 1er janvier, ce sont des médecins du travail qui en fait viennent faire l'étude de poste et en profitent pour discuter avec le salarié et avec l'employeur. Comme ça, ils ont fait toute leur procédure, j'allais dire, de constatation de l'inaptitude avant de la déclarer elle-même sur un formulaire qui est à peu près le même qu'auparavant. Donc, étude de poste, échange avec le salarié et avec l'employeur, et puis constatation par le médecin du travail qu'il n'y a pas de mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation, et que l'état de santé du salarié justifie soit un changement de poste, soit une déclaration d'inaptitude. Et donc la constatation d'inaptitude, elle est désormais, selon cette procédure-là, est-ce qu'elle est plus courte qu'avant? Je ne suis pas sûre, parce qu'en fait, il y a certes une seule visite, mais il y a avant une étude de poste, il y a un échange, donc je ne suis pas sûre que ça raccourcisse les délais, mais enfin c'est comme ça. Il y a une particularité, c'est que désormais les avis du médecin du travail, que ce soit les avis d'aptitude ou d'inaptitude, peuvent être contestés. Alors ils pouvaient déjà l'être, et l'autorité compétente était l'inspecteur du travail. Désormais, ça n'est plus l'inspecteur du travail, c'est le conseil de prud'homme, qui aura pour vocation dans ce cas-là, lorsqu'il sera saisi sur la question sur une contestation d'avis d'aptitude ou d'inaptitude, de faire nommer un médecin expert, puisque le conseil de prud'homme, il n'a pas de, en soi les conseillers de prud'homme, ils n'ont pas plus de compétences médicales que
que l'inspecteur du travail, donc autrefois. Oui. Je peux vous aborder le sujet parce que j'ai eu le cas en référé la semaine dernière. Ah ouais, bah c'est tout récent. Alors, Ah, c'est tout, c'était le premier cas qui se présentait au prud'homme, mais c'est moi qui l'ai eu la semaine dernière en tant que président du référé. Et ça ne veut pas dire ça que systématiquement le médecin expert sera validé. On peut très bien débouter la demande du salarié en disant la forme est bien faite par la médecine du travail, tout est clair, net et précis, toute la règle a été respectée, donc nous considérons que nous validons l'application donc, et éventuellement le licenciement du salarié pour inaptitude. Nous n'avons absolument pas l'obligation de désigner un médecin expert. Nous allons, à mon sens, enfin dans ce que j'ai fait moi, désigner un médecin expert si dans la forme il y a un problème. Mais s'il n'y a pas de problème de la forme, on n'a aucune raison de le faire. Alors ne soyez pas inquiets de cette démarche-là. Le salarié ne sera pas systématiquement avec un médecin expert. Si on a un médecin expert, c'est minimum un an de plus. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le temps qu'on le désigne, sachant qu'aujourd'hui nous n'avons pas sur la juridiction de La Rochelle un médecin expert validé pour ce genre de sujet. Donc il faut passer par Poitiers, donc c'est relativement long. C'est pour ça que je voulais relativiser un petit peu ça. Il n'y a pas du tout le risque qu'il y ait systématiquement un conflit là-dessus. Ça peut très bien se régler en 2 temps 3 mouvements. Voilà, merci. Alors, il peut y avoir le cas aussi sur la contestation des avis d'aptitude. Un employeur qui aurait au contraire un intérêt à dire mais ce salarié est déclaré apte alors qu'à mon sens il a un problème de santé et qui fait que je ne peux pas le mettre au travail. Ça peut être dans l'autre sens aussi, la contestation elle peut être formée par l'employeur. Et ça peut être aussi la contestation d'un avis d'inaptitude par l'employeur. Parce qu'il existe, vous en avez peut-être tous vécu au moins une fois, des avis d'inaptitude un peu de complaisance, entre guillemets. Les salariés, donc vous savez très bien qu'ils vont très bien, des fois pas très bien psychologiquement, mais ils n'ont pas spécialement de problème, semble-t-il, médical. Simplement, ils se font déclarer inaptes parce que c'est un moyen de quitter l'entreprise. Donc ça peut être aussi, ce qui des fois nous arrange, ou pas, ça dépend, mais ça peut être aussi, cette procédure-là peut aussi être à l'initiative de l'employeur, pas seulement du salarié. Donc on peut l'imaginer avec effectivement ce que vient de dire M. Héris, les délais, les coûts, etc., parce que ça engendre, qui complique singulièrement la procédure. Sachant que c'est beaucoup plus rare. Oui, je l'ai pas vu encore, non plus, je suis d'accord, mais on peut l'imaginer. Oui, je précise aussi sur ce que j'ai dit, qu'il est bien évident que nous n'intervenons pas sur la validité médicale. Oui. Nous intervenons sur le fond du dossier, pas sur le médical. Nous ne sommes pas compétents. Nouveauté également en matière d'inaptitude, c'est l'harmonisation des procédures. On distinguait jusqu'à la loi travail 2 origines d'inaptitude. Il y avait des inaptitudes d'origine professionnelle, c'est-à-dire consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, avec une procédure spécifique. Et les inaptitudes d'origine non professionnelle, c'est-à-dire consécutives à une maladie simple, avec une procédure spécifique aussi. Les 2 procédures sont harmonisées, sont calquées l'une sur l'autre en quelque sorte, et désormais on utilise la procédure la plus longue, qui consiste, lorsqu'il y a déclaration d'inaptitude, désormais à consulter systématiquement les délégués du personnel, s'il y en a évidemment, si vous n'avez pas de délégué du personnel mais un PV de carence, vous n'utilisez pas cette première étape. Mais enfin, il y a désormais une consultation systématique des délégués du personnel sur les recherches de reclassement et notification par écrit au salarié des motifs qui s'opposent à son reclassement. C'est ces 2 étapes qui sont désormais obligatoires, quelle que soit l'origine du reclassement, de l'inaptitude. On ne distingue plus selon que l'inaptitude est d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle. La seule distinction qui subsiste, c'est celle des indemnités, puisqu'en inaptitude d'origine professionnelle, il y aura une indemnité de licenciement doublé et une indemnité compensatrice de préavis qui sera versée, alors que le préavis ne sera pas effectué. Contrairement à l'inaptitude d'origine non professionnelle, où ces 2 indemnités, l'indemnité de licenciement n'est pas doublée et il n'y a pas de préavis. Autre nouveauté de la loi travail, c'est la possibilité pour l'employeur de s'exonérer de recherche de reclassement dans 2 cas. Lorsque le médecin du travail indique clairement sur la ligne d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou lorsqu'il indique que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. C'est les 2 cas, et à condition que cette formule soit très exactement écrite de cette manière-là sur l'avis d'inaptitude, que l'employeur peut s'exonérer de recherche de reclassement. Dans tous les autres cas, et notamment dans le cas où le médecin du travail dirait inapte à tous les postes, on ne serait pas dans les 2 formules là, qui vous sont citées ici, ça n'exonérerait pas l'employeur de recherche de reclassement. Oui. Mais sur la forme, même dans ces cas-là, il faut quand même écrire au salarié pour lui expliquer pourquoi. Oui. Et il faut même consulter, à mon avis, il faut même consulter les DP, même si je reviens à la diapositive
précédente, si on a la mention express du médecin du travail, à mon avis, on respecte quand même la procédure qui paraît pas logique, puisqu'on n'a rien à dire en termes de reclassement, mais par sécurité. C'est bon pour l'inaptitude? Ou vous avez d'autres interrogations ou observations? Autre nouveauté, c'est la modification du régime de la surveillance médicale des salariés. La visite médicale d'embauche est remplacée par une visite dite d'information et de prévention qui peut se faire après l'embauche, alors selon les cas, dans les 3 mois, je crois que c'est dans les 3 mois de l'embauche, et elle est organisée par un professionnel de santé du service de santé au travail qui n'est pas forcément le médecin du travail, ça peut être un membre de l'équipe pluridisciplinaire. Et en pratique, il est arrivé, enfin nous on nous a dit à plusieurs reprises, notamment l'été dernier, que ces visites d'information et de prévention avaient déjà été mises en place pour les saisonniers et qu'elles consistaient parfois pour les services de santé au travail à rassembler plusieurs salariés, à faire des réunions en fait, c'est-à-dire non pas des visites individuelles, mais des réunions de 10 ou 20 salariés en même temps pour les informer sur les modalités du suivi de leur santé par le service de santé au travail, par les éventuels risques de leur poste de travail, etc. C'est une information générale et non pas une information individualisée. L'objectif de la réforme a clairement pour je viens à votre question. L'objectif de la réforme a clairement pour objet de désengorger, j'allais dire, les services de médecine de santé au travail qui n'ont plus suffisamment de médecins du travail. Je suis directeur du service santé au travail. Ah d'accord. La visite d'information et de prévention est individuelle. Ah, alors nous on a des entreprises qui nous ont dit, il y a nos salariés qui ont été convoqués en réunion collective. Alors ça c'était l'an dernier. C'était l'an dernier, oui. Ça persiste, c'est uniquement pour les saisonniers. Ah d'accord, okay, c'est que pour les saisonniers, c'est pour ça. Après, Okay. pour les salariés lambda, c'est forcément individuel. D'accord, ok, merci de la précision parce que c'était une confusion de ma part alors. Il y a eu des. C'est pas marqué. Ouais, non, ça va. non, c'était une observation. Donc visite individuelle, merci de la précision. Oui. Oui, je vous en prie. Alors, le service, c'est la MSA qui gère, à mon avis, elle est concernée par la réforme de la même manière. Je pense qu'elle a les mêmes difficultés d'ailleurs de recrutement de médecins du travail. Je ne sais pas si vous pouvez le confirmer. A priori, les premières volontés qui cherchent l'information, ils nous ont dit que Ouais. Je sais pas, mais je ne connais pas quand même. Ah ouais, bon, je me suis pas posé la question. On pourra faire la recherche si nécessaire. Je me suis pas posé la question du secteur agricole, c'est vrai, qui est géré effectivement par la médecine de base. Les périodicités changent également de visites, cette fois périodiques, qui passent au maximum à 5 ans pour les salariés ne présentant pas de risque particulier de santé au travail, et à 3 ans pour d'autres. Alors, sont particulièrement visés. En fait, le médecin du travail, le service de santé du travail va individualiser en quelque sorte le suivi périodique en mettant un accent particulier sur travailleurs handicapés, travailleurs de nuit, travailleurs mineurs, donc jeunes de moins de 18 ans, et puis tous ceux dont le médecin du travail estime que l'état de santé nécessite un suivi particulier ou un suivi plus précis, j'allais dire, que celui des salariés habituels. Est-ce qu'il y avait autre chose? Parce qu'après on passe à autre chose. Possibilité d'introduire, donc là on est vraiment sur des sujets totalement divers et variés et on a bientôt terminé. Possibilité d'introduire, ça n'est pas une obligation, mais une possibilité d'introduire le principe de neutralité dans le règlement intérieur. Et quand on dit neutralité, on pense notamment au principe de neutralité religieuse, mais c'est aussi de neutralité politique ou philosophique ou autre. Sous réserve que ce soit donc proportionné au but recherché et compatible avec l'exercice d'autres libertés individuelles et droits fondamentaux. Et si il y a une possibilité donc de mettre ce principe dans le règlement intérieur. La protection des femmes enceintes contre le licenciement est allongée. Vous savez qu'elle était pendant tout le congé maternité plus 4 semaines. Désormais, c'est tout le congé maternité plus 10 semaines, plus les éventuels congés payés qui seraient accolés au congé maternité. C'est une technique et pratique assez courante de mettre les congés payés, de garder les congés payés après un congé maternité. Donc la durée de protection allongée au congé maternité plus éventuel congé payé accolé plus une période de 10 semaines. Et mise en place également, elle existait déjà, mais elle est rallongée également la protection des jeunes pères de famille dans les 10 semaines qui cette fois suivent la naissance de leur enfant, protection contre le licenciement.
En matière de harcèlement, assouplissement pour le demandeur, c'est-à-dire en général pour les salariés, du régime de la preuve, puisqu'on leur demande désormais de présenter des éléments de fait susceptibles de démontrer qu'ils ont été victimes de harcèlement, au lieu, autrefois, avant la loi travail, le texte nous disait qu'ils devaient établir des faits. Là, on leur demande juste de présenter des éléments de fait. Donc c'est un assouplissement du régime de la preuve pour les salariés. Et c'est aussi l'introduction des agissements sexistes dans le règlement intérieur. Les agissements sexistes doivent être rappelés, l'interdiction des agissements sexistes doit être rappelée dans le règlement intérieur et dans le document unique d'évaluation des risques, éventuellement le plan de prévention. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des points complémentaires? Des questions sur tout le déroulé? Est-ce que certains ont mis en place une démarche en fait visant à implanter un accord d'entreprise? Oui. Moi, j'en suis à l'étape, j'ai juste invité les DP et les OS à négocier. D'accord. Je suis dans la période d'un mois. D'accord. Et c'est sur la période de référence des congés. Voilà. Ok, ouais. Et j'avais inclus effectivement de ma question le fait de prendre les congés immédiatement. Je l'ai inclus quand même dedans, même si c'est de droit même. Oui, bon, c'est pas, on peut très bien dans un accord d'entreprise rappeler les dispositions légales, c'est pas interdit. Oui. Et vous avez des retours alors pour l'instant? Vous êtes dans votre délai d'un mois, pour l'instant vous attendez le mystère. Vous avez un quanti un peu des accords d'entreprise qui auraient été implantés par rapport aux clients que vous suivez, en fait, aussi là? Alors, la réforme n'est en vigueur que depuis le 1er janvier. Oui. En fait, la loi travail, ça je ne voulais pas préciser pour ne pas compliquer, mais a mis en place un certain nombre de seuils de licenciement économique, c'est depuis décembre. Il y a des choses qui sont entrées en vigueur dès la loi travail en août, d'autres en décembre, je ne sais pas pourquoi décembre, d'autres en janvier, d'autres qui n'entrent en vigueur qu'en 2019. Donc là, ne sont en vigueur les nouvelles modalités de négociation des accords d'entreprise ne sont en vigueur que depuis le 1er janvier. Cela dit, je pense que la mobilisation commence à se faire dans les entreprises parce qu'on est de plus en plus interrogés. Moi, j'en ai 2 ou 3 sur le feu, et sur des entreprises effectivement hors représentation syndicale. Plus, en fait, on est plus mobilisés sur des entreprises comme les vôtres aujourd'hui qui s'intéressent au sujet et qui se disent mais tiens, mais bon sang, mais c'est bien sûr, puisque je peux le faire, je peux mettre en place et je peux personnaliser mon organisation du travail ou je sais pas quoi, mes salaires, mes primes, mes avantages ou ce que je crée dans l'entreprise, je peux le personnaliser et je peux le faire juridiquement sans obstacle ou avec beaucoup moins d'obstacles qu'autrefois. Donc finalement on est plus interrogé, mais pour l'instant on est qu'en mars, donc voilà, c'est pareil que vous, on est un peu dans la phase, on débute quoi. Oui. Tous les accords d'entreprise doivent être inclus, je pense, dans le contrat de travail. Non. L'accord d'entreprise, juridiquement, il a une valeur supérieure à celle des contrats de travail. Il y a une hiérarchie des normes. Vous avez en haut, j'allais dire, le code du travail, en dessous la convention collective, en dessous l'accord d'entreprise, et en dessous les documents internes de l'entreprise, dont les contrats de travail. Donc dans les contrats de travail, vous allez rappeler l'existence d'accords d'entreprise s'il existe. S'ils existent, il y en a, mais vous en rappelez l'existence, c'est tout. Et même si l'accord d'entreprise prenait des dispositions contraires à celles qui sont du code du travail, il s'imposerait quand même aux salariés parce qu'ils ont une valeur supérieure à celle des contrats de travail et qu'ils ont une légitimité supérieure en quelque sorte, parce qu'ils ont été conclus avec soit des représentants syndicaux, soit des salariés mandatés, donc ils ont été discutés collectivement et ils ont une valeur supérieure à celle des contrats. Donc ils s'imposeraient quand même par rapport aux contrats s'ils avaient des... Donc il n'est pas obligatoire de rappeler pour un nouveau contrat les différents accords qui ont été pris. Alors, il ne faut pas les rappeler intégralement. Par contre, théoriquement, dans le code du travail, vous avez l'obligation dans tous vos contrats de travail d'annexer une notice individuelle qui rappelle tous les accords collectifs existant dans l'entreprise. L'intitulé de la convention collective et les accords collectifs. Mais c'est juste l'intitulé à ce moment-là. Parce qu'un accord d'entreprise, en général, ça fait plusieurs pages, donc ça vous ferait des contrats de travail un peu massifs, en tout cas, si vous annexiez tout. Pour compléter la réponse, moi je peux vous dire qu'au prud'homme, quand vos salariés vous y amènent avec gentillesse, il est très important pour nous dans le dossier d'avoir ces fameux accords, parce que ça élimine énormément de discussions inutiles, de sujets qui n'apportent pas beaucoup d'intérêt et qui permettent d'avoir quelque chose de totalement cadré. Donc je vous encourage extrêmement fortement à faire des accords d'entreprise le plus rapidement possible, bien réfléchis, avec l'accompagnement de vos conseils et de vos avocats,
Parce que ça va vous éviter énormément de soucis en termes de prud'homme. C'est très important d'avoir ces documents pour pouvoir aider, nous, les entreprises, à se défendre face à d'éventuels abus de la part des salariés. Ça arrive. Sur ce point, une question idiote là, mais l'accord d'entreprise aujourd'hui en fait a été remis dans la hiérarchie par rapport à la loi. Et donc pour implanter un accord d'entreprise, en dehors en fait de l'aspect du cadre juridique, il y a tout un aspect en fait de discussion finalement avec ses collaborateurs, etc., avec une durée. Est-ce que l'accord d'entreprise, donc qui aurait été signé dans ce cadre de régime de loi aujourd'hui, si la loi est remise en cause à un moment donné pour X, que devient l'accord d'entreprise? L'accord d'entreprise continuera à exister, même si la loi travail est abrogée pour je ne sais quelle raison dans quelques mois, ça peut arriver, ou pas, ou l'année prochaine, ou dans des années, ça peut arriver. L'accord d'entreprise continuera à exister. S'il est conclu avant l'abrogation de la loi, l'accord d'entreprise continue à exister, de manière que les accords d'entreprise existants avant la loi travail continuent à s'appliquer exactement de la même manière tant qu'ils ne sont pas dénoncés. Donc ils continueront à exister. En revanche, est-ce que les modalités facilitant, j'allais dire, cette négociation d'entreprise au plus près de l'entreprise sont maintenues? Ça, je peux vous dire. C'est le mystère. En tout cas, les accords conclus là en ce moment subsisteront avec la valeur d'accord d'entreprise qui prévaut. Ouais, si j'ai bien suivi ce que vous avez expliqué tout à l'heure, la loi travail est en train d'être réécrite jusqu'en août 2018. Alors c'est le code du travail. Le code du travail. C'est le code du travail. Donc on ne maîtrise pas encore tous les sujets qui vont entrer dans le cadre de l'accord d'entreprise. Ouais. Donc est-ce qu'on n'a pas intérêt à attendre finalement pour rédiger les accords d'entreprise? Alors pour l'instant, sont ouvertes à la négociation selon les nouvelles modalités que j'ai décrites, tout ce qui est durée du travail, repos-congé. Là, ça a déjà été réécrit dans le code du travail. Donc tout ce qui est durée du travail, repos-congé, vous êtes au clair, j'allais dire, avec ce qui peut être fait. C'est sur tous les autres sujets que pour l'instant le code du travail est en réécriture. C'est pour s'éviter des nouvelles procédures de discussion et de renégociation de l'accord d'entreprise tous les 6 mois, chaque fois qu'il y a des nouveaux articles qui vont rentrer dans le jeu. Quoi. Et c'est vrai que quand même le sujet, j'allais dire le sujet principal, ce sur quoi nous on est interrogé le plus, c'est quand même durée du travail, aménagement. C'est quand même le sujet qui vient le plus souvent. Après, je suis d'accord avec vous, sur les autres sujets, le code du travail peut être réécrit si vraiment la commission... Ouais, tout à fait. Là, je n'ai pas de solution. Sans attendre 2018, vous nous conseillez peut-être quand même, avant de négocier quoi que ce soit, d'attendre peut-être le 7 mai, voir effectivement quelles sauces on va être mangé. Ouais, non, je ne peux pas vous dire ça, parce que le 7 mai ou le 8 Non, mais mai, on saura déjà, on aura une vague d'idées de... Oui, c'est vrai, mais du coup, s'il y en a qui abrogent effectivement la durée du temps de travail, est-ce que ça vaut le coup de négocier aujourd'hui et de mettre en place une négociation si on a un président qui nous dit c'est plus 35, c'est 39 ou c'est 32 Oui. Alors, rien ne vous empêchera, rien n'empêche en l'état, actuellement, je vous l'ai dit, de réviser ni de dénoncer vos accords. Donc, même si vous négociez maintenant, rien ne vous empêchera dans l'avenir de dénoncer, de mettre fin à votre accord. Mais si c'est négocié pour 3 mois... Le nouveau ministre de l'Intérieur, il y a un nouveau mandat au cours. De toute façon, pour ceux qui ont commencé à réfléchir, l'accord d'entreprise, en fait, vous allez le faire si il y a vraiment un objectif en fait aujourd'hui d'organisation d'entreprise. Donc, par rapport à cet objectif en fait d'organisation d'entreprise aujourd'hui, dans vos critères, est-ce qu'il est en urgence, est-ce qu'il est plutôt en fait dans une stratégie de moyen terme, etc. Je pense notamment en fait à tout ce qui est modularité par rapport à des carnets de commandes en fait qui pourraient être imprévisibles, je pense, etc. Donc ça, c'est ce point-là. En fait, dans un premier temps, c'est quelle est votre hiérarchie en priorité. Et après, dans les différentes lignes qui peuvent rentrer en fait en considération, effectivement, il y a des aspects en fait de durée légale de travail, il y a des aspects en fait de taux d'enclenchement en fait de majoration d'heures supplémentaires, il y a des aspects de modularité, il y a des aspects de délai de prévenance en fonction des modularités que vous appliquez, etc. Si ça, c'est dans des priorités aujourd'hui liées justement en fait à un autre point en fait qui peut être en fait la remise en cause d'une perte d'exploitation pour corriger éventuellement, c'est peut-être mieux de le faire maintenant. Si autrement en fait vous pouvez peut-être attendre en fait une certaine visibilité pour garder la cohérence et puis la cohésion en fait de l'équipe. Oui. Est-ce que des avantages type ticket restaurant peuvent rentrer dans le cadre de l'accord
parce que l'intérêt, c'est que si la société fonctionne. Parce qu'il y a le problème de l'acquis par rapport à ça. Oui. C'est-à-dire que si l'entreprise fonctionne, à ce moment-là, on maintient, il faut pas enlever. Par contre, si l'entreprise a des difficultés, c'est aussi un moyen pour pouvoir les enlever en disant aux salariés, on enlève. Non, monsieur, tout à fait une bonne technique. D'autant, j'ai pas insisté dessus tout à l'heure, mais les accords d'entreprise qui sont conclus sont par principe conclus pour une durée déterminée, contrairement à ce qui existait jusqu'à la loi travail. Un accord qui est conclu, il est conclu pour une durée déterminée, et si jamais dans votre accord vous oubliez de mettre la durée, parce que vous n'y avez pas pensé ou parce que ça ne vous a pas semblé utile, dans ce cas-là c'est 5 ans maximum. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, l'accord tombe. Et ça c'est une des notions, vous avez raison de me poser cette question, parce que j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, parce que ça concerne plus, je l'avais mis dans les accords qui sont conclus avec des représentants syndicaux, mais c'est valable, hors représentants syndicaux aussi. Tous les accords d'entreprise sont conclus pour une durée déterminée. Et cette mesure-là de la loi travail a pour vocation de favoriser justement la conclusion d'accords, de la dynamiser en quelque sorte. C'est-à-dire que normalement, tous les 5 ans au minimum, on renégocie sur le sujet. 5 ans, c'est au minimum. Vous pouvez conclure, vous pouvez tout à fait faire un accord d'entreprise pour dire je mets en place des tickets restaurants pendant 1 an. Et dans 1 an, on voit, on renégocie. C'est pas interdit. 2 ans ou 3 ans, enfin, toute l'attitude vous est offerte. Et si vous n'avez rien indiqué parce que oui, c'est 5 ans. C'est un point important, sans plus, parce que alors, moi je ne suis pas du tout avocat spécialisé comme vous, mais il y a un point notamment, en fait, c'est que dans la rémunération en fait, du collaborateur, à un moment donné, il y a des choses qui peuvent être considérées en fait, finalement comme un dû, notamment en fait, dans le cadre d'avantages en fait, complémentaires en fait, au salaire. Et si à un moment donné, en fait, vous veniez en fait, à réduire ces avantages entre guillemets complémentaires au salaire dans un cadre où l'exploitation en fait n'est pas forcément atteinte, ça peut être un peu plus dur en fait de l'énoncer à un moment donné. On ne peut pas faire reconduction tacite, même dans l'accord. Non. Non. Tout le tralala, tout ça change. Oui. Même si tout le monde est d'accord. Oui. Ah ben non, mais si vous pouvez. Non, pardon. C'est la durée déterminée, sauf si vous précisez vous-même, si vous précisez que votre accord est à durée indéterminée. C'est pas interdit de faire un accord à durée indéterminée. Si c'est utile pour vous d'avoir des mesures qui sont valables pour l'avenir, mais dans ce cas-là, il faut le préciser. Enfin, si vous ne le précisez pas, il ne sera pas à durée indéterminée. Si vous ne mettez pas la contrairement à ce qui se pratiquait avant, on est dans une inversion de logique. Avant, lorsqu'on ne précisait rien, l'accord était à durée indéterminée, sauf si on considérait qu'il était à durée déterminée. On a inversé la logique, il est à durée déterminée. Et si on n'a rien précisé 5 ans, sauf si on a précisé qu'il était à durée indéterminée, on continue à avoir le droit de faire des accords à durée indéterminée si on veut réglementer pour l'avenir et pas avoir à revenir dessus, effectivement, sur des sujets qui ne sont pas forcément... Ce que vous évoquez là, par exemple, l'alignement des durées de congé, c'est pas un sujet qui est trop sensible, je pense. Voilà, il est plus technique, et c'est peut-être pas utile, effectivement, de revenir dessus tous les ans, c'est sûr, et tous les 5 ans, peut-être pas, effectivement. Donc, c'est les modalités de prolongation de l'accord. S'il est à durée indéterminée, dans ce cas-là, il n'y a pas de prolongation de l'accord. Soit il est à durée indéterminée et il est valable tout le temps jusqu'à dénonciation éventuelle, soit il est à durée déterminée et dans ce cas-là, il ne se prolonge pas de manière tacite. S'il est à durée déterminée, il n'y a pas de prolongation tacite. Vous devez renégocier. Et justement, est-ce qu'il ne serait pas prudent d'avoir un juste milieu où on peut considérer même sur ce type d'accord qu'il y a une clause d'envoyure, comme on dit? Ouais, c'est pas prévu par la loi travail, ça. Vous avez raison, il pourrait y avoir la version moyenne. Vous avez raison, oui. Dans l'ordre, sous Loisel. L'accord de branche vient au-dessus de l'accord d'entreprise? Alors, dans certains cas, oui, sauf dans les cas dans lesquels la loi prévoit que l'accord d'entreprise c'est en premier l'accord d'entreprise, et si vous n'avez rien fait, effectivement, l'accord de branche. Oui. Sinon, il vient en premier. On peut faire un accord d'entreprise plus favorable. Oui. Mais sur certains points, vous pouvez le faire moins favorable aussi. Oui, enfin, l'intérêt, c'est sur la mutuelle, par exemple, oui. l'accord de branche dans votre profession. Oui. Et moi, je voudrais proposer plus favorable. Ah ben ça, c'est... Aujourd'hui, sans accord d'entreprise, on ne peut pas le faire. Oui. Nous, on est coincé avec une D'accord. convention qui est très spécifique. D'accord. Et ça, on peut y déroger. Ah oui, sans problème. Sans problème. Oui, sans problème. Dans ce sens-là, sans problème. Et les anciens accords d'entreprise sont toujours à durée indéterminée? Oui. Les accords d'entreprise qui sont en vigueur aujourd'hui, sauf s'ils ont été conclus pour une durée déterminée, ce qui était possible autrefois. Hein. Mais si rien n'est prévu dans les anciens accords d'entreprise qui sont toujours en vigueur, ils sont à durée indéterminée. Donc vous pouvez y mettre fin, si vous souhaitez y mettre fin, qu'en les dénonçant. Oui, est-ce
que, alors dans le cas où c'est pas déjà en place, des événements qui nécessitaient une décision collective, type plan d'épargne entreprise, intéressement, choses comme ça, peuvent intégrer l'accord d'entreprise ou doivent rester totalement indépendants? Alors, tout ce qui est plan d'épargne salariale, tout ce qui est épargne salariale, participation, intéressement, plan d'épargne entreprise, PERCO, etc., tout ça, c'est déjà prévu par le Code du travail, on passe pas par l'accord d'entreprise. Parce que c'était déjà des décisions collectives, il fallait l'accord de la même majorité. Exactement. Là, c'est déjà réglementé, la procédure d'adoption est déjà réglementée. On ne peut pas l'intégrer dans le cadre de si, ça peut, ça peut être fait par accord d'entreprise, mais il y a d'autres voies, ça peut être conclu directement avec les élus, ça peut être fait par adhésion unilatérale moyennant référendum. Voilà. Mais là, on n'est pas dans la même, effectivement, dans la même. C'est pas la même démarche. Attention, hein, par contre, hein, tout ce qui est plan d'intéressement, etc. Parce que des fois, j'ai des petites questions tortueuses. Ça ne veut pas dire, si vous voulez rentrer en fait dans l'accord d'entreprise, que vous allez pouvoir déroger au cadre du. Hein, d'accord? Parce que... Ah oui, là, oui. Ça ne change pas. En tout ce qui est épargne salariale, il n'y a rien de modifié par la loi travail. Participation, intéressement, PE, PERCO, on est exactement dans les mêmes modalités d'adoption et de révision qu'avant. Un petit stop, sans traîner vos questions, hein, bien au contraire. Par contre, si certains en fait ont un impératif, parce qu'on arrive à 10h15, n'hésitez pas à nous quitter. Le point important, par contre, c'est que merci de nous remplir en fait d'afficher cette situation à la fois en fait pour nous permettre en fait d'avoir notre évaluation, pardon, et surtout d'avoir votre respect permettant en fait de dresser le support en fait qu'a conçu Madame Fanchy et FIDA. Pour le reste, on continue. On peut continuer encore un petit quart d'heure si vous voulez. S'il y a. J'ai une observation à vous faire. Un sujet dont j'ai oublié de vous parler, c'est l'éventuelle fusion des conventions collectives. Il est prévu également par la loi travail, ça va vous impacter éventuellement, mais peut-être pas forcément. La loi travail a prévu de réduire le nombre de branches. Il y a actuellement 700 branches, donc il y a une convention collective dans la métallurgie, la confiserie, la boulangerie, les cabinets d'avocats, les géomètres, les épargnes comptables, enfin dans toutes les professions. Toutes les professions sont pas forcément réglementées, mais enfin il y a un certain nombre de branches. Le ministère a prévu de réduire ce nombre de branches de 700 à pour bientôt 200 branches. Donc il va y avoir des fusions plus ou moins obligatoires ou plus ou moins accompagnées de conventions collectives. Je vois que vous êtes dans ce cas-là. Oui, c'est en discussion au niveau de la. Dites-nous, vous êtes quelle convention collective? Convention collective du froid, l'aérolique, d'accord. très spécifique. Ouais. Et le bâtiment vous seriez ou la métallurgie en train d'absorber. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette mesure-là? Parce qu'il y a certaines branches qui ne représentent que très peu de salariés, donc vont être impactées, notamment les branches qui ne représentent que moins de 5000 salariés sur le territoire national, vont être impactées les conventions collectives régionales ou départementales, qui vont vraisemblablement être fusionnées, ça concerne là, pour le coup le bâtiment, métallurgie, etc., qui sont là des conventions collectives historiques. Et puis celles qui négocient très peu, celles dans lesquelles le ministère va constater qu'il n'y a aucun accord de salaire, par exemple, ou aucun accord de branche sur les 5 dernières années. Donc celles qui ne sont pas suffisamment actives en négociation, dans ce cas-là, ces branches-là vont être rapprochées plus ou moins autoritairement des unes vers les autres. Donc ce mouvement-là, vous n'y pouvez pas grand-chose au niveau de l'entreprise. En revanche, ça peut vous impacter parce que si vous changez de convention collective, vous allez vous retrouver avec un autre texte que vous ne connaissiez pas. Alors, il y en a une petite vingtaine aujourd'hui qui ont été... Alors, ça nous permet de découvrir des conventions collectives totalement inconnues jusqu'ici, et pour vous faire sourire, les industries du peigne, de l'Ariège, et oui, vous ne la connaissiez pas, a été raccrochée autoritairement donc à la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Vous voyez, voilà, pour vous donner un exemple, il y en a comme ça une petite dizaine de conventions collectives que pour ma part, dont je n'avais jamais entendu parler, qui ont été raccrochées à des conventions collectives nationales. Voilà, c'est un petit ajout, je ne l'ai pas mis dans le support, mais ça peut, parce qu'il n'y a pas forcément d'application pratico-pratique immédiate, mais et puis parce que vous y pouvez rien surtout. D'autres questions? Non? Oui. Nous, dans notre convention collective, il y a un point spécifique sur les repas où, par exemple, on ne peut pas donner de tickets restaurant. On est censé passer par des indemnités de restauration. Est-ce qu'on n'a pas de restaurant? Est-ce qu'on peut passer outre, c'est-à-dire par un accord d'entreprise, de
restauration. Là, je pense que je ne peux pas répondre à votre question parce qu'il faudrait que j'aille voir et autres conventions collectives et les jurisprudences qui ont été rendues sur le sujet. Je ne suis pas sûre qu'on puisse remplacer des indemnités conventionnelles par des tickets repas. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous répondre favorablement, mais il faudrait aller analyser ça de plus près. Jusqu'à maintenant, c'est long. C'est-à-dire que même si on n'a pas de restaurant, on est obligé de donner une indemnité de restauration, qui n'est pas l'avantage en nature, une indemnité de restauration, et on ne peut pas passer par un ticket restaurant. Donc je voulais savoir si par un... A priori, vu comme ça, non, mais c'est une réponse un peu trop rapide pour être juste. J'allais dire qu'il faudrait vérifier et votre convention et les jurisprudences rendues sur le sujet dans votre convention collective spécifique. Parce qu'au niveau des salariés, ça sera sous vos bénéfices, sauf que nous, le risque, c'est l'URSSAF derrière. Oui, puis le risque prud'homal quand même de salariés qui peuvent dire que j'ai du ticket restaurant et j'acclame en plus l'indemnité qui est prévue par la convention collective. C'est pas sécurisé. S'il a signé l'accord de je suis pas sûre de la validité d'un accord d'entreprise qui remplacerait des indemnités conventionnelles par des tickets restaurants. Là, D'accord. La question est à creuser. Je suis d'accord que ce sera difficile à répondre. Bon, merci de votre présence. Donc, merci Madame Fourchy pour cette animation et ce temps qu'on a parlé à l'animation. Comme vous l'avez compris, l'objectif c'était de formaliser le cadre, d'avoir un petit peu un échange d'expérience sur les applications et les modalités. Après, toute question précise liée à sa situation dans la convention collective, sa situation personnelle, etc., mérite en fait d'être étudiée au cas par cas. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre expert ou de solliciter Madame Fourchy en fait, pour avoir des points complémentaires là-dessus. Fiche donc d'évaluation, j'insiste, merci de l'instruire pour un renvoi du support lundi au plus tard. Et merci de votre présence encore. Le mois d'avril, en fait, on continue nos cycles d'ateliers petit déjeuner et on traitera plutôt à une case organisationnelle avec la gestion électronique des documents qui est liée certes à des obligations. On parlait tout à l'heure des bulletins de salaire, mais il y a autre point d'application, mais qui peut être aussi un gain de temps et un gain de traçabilité dans l'entreprise. Et on verra comment gérer ce projet. Voilà. Merci et à bientôt.